Ce soir, le thème que j'ai choisi, c'est le perfectionniste en amour, qui est un profil amoureux aussi, enfin que je viens pas de l'inventer, mais je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de développer le sujet de comment fonctionne quelqu'un qui serait un perfectionniste amoureux. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà travaillé sur le profil du perfectionniste amoureux, je ne sais même pas si ça existe, mais en tout cas, je me suis dit, voilà, bah, je vais le faire. Donc l'idée qui m'est venue, c'est que comme je travaillais sur les schémas de Jung, qui est un modèle de thérapie, eh bien j'avais déjà fait le schéma abandon, le schéma carence affective, j'avais dû faire imperfection honte. Donc là, je me suis dit, je vais travailler maintenant avec vous sur le schéma idéaux exigeant perfectionniste, qui va donner naissance à un profil amoureux, pourquoi pas, qui s'appelle le perfectionniste en amour. Et donc, c'est ce que je vais développer ce soir, parce que quelqu'un qui a des traits de perfectionniste, il va avoir une certaine manière de penser, d'agir, de se comporter, de ressentir des choses qui sont différentes d'un autre profil. Donc, c'est toujours important d'avoir des codes, enfin des outils de décodage, je dirais, pour savoir comment fonctionne votre partenaire amoureux ou votre ami, si c'est un perfectionniste amoureux, que vous pouvez conseiller ou guider. En tout cas, ou c'est vous-même, peut-être vous êtes concerné par ce profil, ça peut être vous. Et donc c'est toujours intéressant de mieux se connaître ou de mieux cerner avec qui on est partenaire dans la vie, parce que ça vous donne de l'empathie déjà, une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe chez l'autre, qu'il en arrive là, parce que ce n'est pas toujours évident de fonctionner avec un perfectionniste amoureux, et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, ça peut peut-être donner un peu plus de souplesse dans le lien ou dans le dialogue, parce que le perfectionniste, c'est quelqu'un qui peut être un peu rigide, parce que justement, pour se sentir en sécurité, il a besoin d'être au carré. Et donc, ça peut manquer parfois en excès de souplesse, d'où l'intérêt de connaître ce profil, si vous fonctionnez avec quelqu'un qui est comme ça, pour augmenter de l'empathie, de la souplesse, de ne pas le prendre de manière raide, parce que sinon, ça peut heurter cette personne-là. Ou alors, si vous êtes un perfectionniste amoureux et qu'en face, vous avez quelqu'un qui vous prend de haut, ça ne va pas le faire. Vous allez vous rigidifier, vous heurter encore plus, et donc ça va être la bagarre, j'ai raison, t'as tort. Donc c'est pour ça que c'est important, j'avais envie de vous développer ce profil, que vous puissiez un peu mieux saisir les contours de comment fonctionne quelqu'un qui est comme ça, qui ne fait pas exprès. Je vous rappelle que quand on est dans un profil de personnalité, on a des traits de caractère et on n'a pas le contrôle, hein. Arrêtez de croire que les gens font exprès, ils ne font absolument pas exprès, ils sont construits comme ça, ce sont des traits de personnalité. Le problème, c'est quand c'est en excès, il n'y a pas de remise en question. C'est dès qu'ils sont un peu stimulés, hop, ils sont dans leur base de perfectionniste et du coup, ils fonctionnent avec leur système de défense qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, comment fonctionne un perfectionniste en amour? Déjà, il anticipe, il a des prédictions orientées, et toujours les prédictions, dans tous les schémas de Jung, hein, vous avez des prédictions orientées sur le danger. C'est ça le problème. C'est le cerveau de la survie qui se met en œuvre et qui fait warning, warning, il va y avoir du danger. Donc pour lui, son anticipation du danger, c'est que s'il ne fait pas tout à la perfection, s'il ne maîtrise pas totalement les sujets sur lesquels il travaille ou sur lesquels il croit qu'il a raison, s'il n'est pas en plein contrôle, il a l'impression que tout ce qu'il entreprend, ça va être ruiné, ça va être un échec, ça ne va pas aller, quoi. Donc il faut faire parfait, il ne faut pas être pris en défaut, il ne faut pas être critiqué, il ne faut pas être mal jugé. Donc ça, c'est vraiment le perfectionniste, hein. Parce que sinon, s'il est pris en défaut, c'est insupportable, c'est insoutenable. Et donc, il perd tous ses repères et son monde s'écroule. Donc ça, c'est la prédiction du danger pour le monde du perfectionniste, vous voyez, c'est un peu extrême comme posture, mais à l'intérieur de lui, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai besoin de maîtriser, j'ai besoin d'être au contrôle, parce que sinon, il va m'arriver un malheur, et ça dépend si c'est dans le monde du travail ou si c'est en relation amoureuse. Là, on va plutôt explorer la relation amoureuse, mais ça se décline. Quelqu'un qui est perfectionniste amoureux, il va se décliner aussi dans les autres sphères de sa vie, évidemment. Ça ne va pas être juste dans la relation amoureuse, ça va être un peu partout.
Voilà. Donc soit on va voir arriver dans des parts de lui ce qu'on appelle un parent exigeant, c'est-à-dire un parent interne exigeant, une part de lui qui a des idéaux exigeants, qui exige beaucoup d'abord sur lui-même et qui exige des autres. Hein. Quelqu'un qui est assez sévère, une part de lui qui est sévère, qui dicte comment il faut faire les choses et bien les faire, ne pas faire d'erreurs. Et il va être souvent exigeant avec l'autre, notamment si c'est en partenaire amoureux. Si vous êtes avec un perfectionniste, c'est quelqu'un qui va être un peu rigide dans le sens de voir les choses comme ça. Hein, le verre est il est à moitié vide souvent, il n'est pas à moitié plein. Et donc les choses doivent être au carré. Et il est convaincu et convaincant, exigeant, voilà. Donc soit il y a du parent exigeant dans l'air à l'intérieur de lui, soit il y a de la contre-attaque, c'est-à-dire que si vous venez en lui disant non mais t'as pas raison, mais c'est pas comme ça que ça devrait être, et que lui il est persuadé que ça doit être comme ça, eh ben, il va être en contre-attaque, il va vous attaquer. C'est quelqu'un qui sait se défendre en général. Alors, quels sont les symptômes, déjà, pour vous dresser le tableau un peu clinique là, de quelqu'un qui est perfectionniste amoureux? Donc, c'est le monde du il faut, je dois, nous devons. Hein. C'est le vocabulaire qui est employé par les perfectionnistes, c'est ça. Hein. Ils ont un vocabulaire spécial que tout le monde n'a pas. Hein. Mais eux, il faut atteindre un niveau d'exigence personnelle élevé, y compris en amour. Si on est dans la sphère amoureuse, il faut réussir son couple, mais c'est pas genre... c'est pas un petit couple, quoi. C'est un beau couple, élevé, magnifique, qui fonctionne, durable. Je sais pas, hein, c'est vraiment... Il faut réussir, quoi. Il ne faut pas rater le truc. Donc, il faut y arriver. Et il faut être à la hauteur pour y arriver. Donc, évidemment, vous comprenez que ça va être des persévérants en amour. Ils vont retrousser leurs manches et aller à la mine. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Parce qu'il y a des obstacles sur la route, c'est normal, mais le perfectionniste, il veut aller jusqu'au bout. Il est jusqu'au boutiste, il ne veut pas lâcher l'affaire. Il y croit, et puis il faut y aller, et puis il va maintenir le lien avec Messi, on va y arriver, on va faire de la thérapie, on va faire ci, on va faire ça, on va faire mi. Mais le but du jeu, c'est d'y arriver, c'est surtout de ne pas échouer. Ça peut être ça, et ça peut être excessif. J'avais fait une vidéo, je crois, sur persévérer ou s'acharner en amour. C'était une question qu'on pouvait se poser. Donc, le perfectionniste, il a des idéaux élevés et notamment des exigences personnelles élevées sur lui-même. Il ne s'en rend même pas compte. Les autres trouvent que c'est excessif, mais lui, il trouve ça normal. Hein, c'est son monde du je dois, c'est une prison, hein, je dois, il faut. Et il se met beaucoup la pression. Ça va être l'émotion qui va être la couleur du profil. C'est la peur de l'erreur, avec beaucoup de pression. Hein, quelqu'un qui se met la pression, qui peut la mettre aux autres. En général, il se la met plus sur lui que sur les autres quand même. Mais comme il est exigeant, eh ben, ça passe ou ça casse, on va dire, hein, avec les autres. Donc, vous avez compris. Alors, le problème des symptômes, c'est surtout la somatisation. C'est le burn-out hein, qui les drive. Parce que comme il y a souvent des conflits, parce qu'ils se mettent en conflit, ils n'hésitent pas. Ils veulent que les choses soient parfaites ou qu'ils aient raison. Ils sont souvent dans le monde de la morale. Hein, c'est les valeurs morales. Le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste, le beau, le moche. Enfin, voilà. Eux, ils ont des valeurs morales fortes, surtout le bien, le mal. Et donc, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Ils sont très dans le monde de la dualité. Hein, c'est noir ou blanc. C'est pas nuancé le monde hein, du perfectionniste. Donc du coup, s'ils sont sûrs qu'ils ont raison, ils ne vont pas se remettre en question, il n'y a pas de souplesse là-dedans, et donc du coup, ça peut créer des conflits avec l'autre. Si l'autre n'est pas d'accord, ils sont sûrs qu'ils ont raison, et donc ils vont monter au créneau, ils ne vont pas se laisser faire, d'accord? Et ça va monter assez vite au créneau. Voilà. Donc, ou burn-out, souvent, ou problème relationnel avec des conflits, genre des gens qui peuvent vraiment se mettre à dos, ou absence de plaisir aussi, parce qu'il faut travailler dur, il faut persévérer, il faut réussir, il ne faut rien lâcher, il ne faut pas faire d'erreur, il faut retrousser ses manches, c'est le labeur, voilà. Et donc, ils vont éviter la critique, souvent, éviter l'échec, et ils peuvent avoir de la honte aussi. Ça peut être en lien avec le schéma honte-imperfection que j'avais déjà traité, pour obtenir l'admiration, pour obtenir de l'argent, pour obtenir de l'amour, pour obtenir un statut, de la reconnaissance. Ça peut être en lien aussi de j'en fais des tonnes, enfin je fais bien, je veux bien faire pour ne pas être critiqué. Hein. Mais ils s'autocritiquent en fait, en réalité.
avant toute chose. Ils sont très volontaristes et ils ont donc du coup, quelqu'un qui est très volontariste, qui se dit si je veux, je peux, grâce à mes petits bras musclés, et ben en général, ça donne quoi? Ça donne quelqu'un qui croit qu'il est l'auteur de sa vie, qu'il est au contrôle. Et je l'ai dit, hein, quelqu'un qui est. Donc c'est une pensée égocentrique. Qui a une pensée égocentrique? C'est l'enfant qui est petit. C'est une pensée magique en fait. Parce que c'est de la toute-puissance la pensée égocentrique. C'est je ramène tout à moi. Et je suis persuadée que j'ai raison, que je vais y arriver, que j'ai le contrôle, qu'en faisant des stratégies, en trouvant des stratégies ou des techniques, je ne sais pas, des techniques de com, des techniques pour persévérer, pour y arriver, je vais y arriver, on va y arriver, je suis sûre qu'on va y arriver. Et c'est tellement volontariste que ça ne tient pas du tout compte de l'ensemble de la situation. C'est si je veux, moi je peux. D'accord? Donc c'est complètement aveuglé. Parce qu'on n'a pas tant le contrôle que ça c'est complètement faux. Et il y a plein d'éléments qui ne dépendent pas de lui, ça dépend des autres, ça dépend de la situation, ça dépend de la pluie et du beau temps, et ça, il ne le voit pas. Donc la pensée égocentrique du perfectionniste, ça lui dessert, parce qu'il a l'impression qu'il faut que les gens voient comme lui. Ou tu penses comme moi, ou tu penses comme moi, parce que j'ai raison. Et on ne doit pas rater, on ne doit pas échouer. Donc c'est un peu, vous avez vu, tout ou rien comme pensée. Hein. On va voir tout à l'heure les biais cognitifs. Mais principalement les symptômes, c'est l'épuisement, c'est la pression, donc l'épuisement, et puis ça ne montre pas souvent une façade de honte, d'imperfection, ça veut montrer un côté parfait. Et donc du coup, la vulnérabilité, souvent, elle est un peu... Des fois, il craque, alors quand il craque, voilà, il craque complet, mais ça tient, ça tient, ça tient, ça montre une image de celui qui assure ou celle qui assure, ça va souvent avec le soi fort, puis après, quand ça craque d'un coup. Donc je ne sais pas, si vous fonctionnez avec des gens comme ça, il va falloir, on le verra après, je vous dirai dans un deuxième temps, comment être en partenariat amoureux avec un perfectionniste en amour, comment l'aider, comment faire en sorte qu'il diminue un peu sa pression, même si pour lui, ce n'est pas simple de se remettre en question. Mais c'est un peu l'idée. Donc, du coup, comme elle est exigeante vis-à-vis d'elle et vis-à-vis des autres avec des valeurs morales, et ben du coup, les proches vont lui faire des reproches en général, très souvent parce que c'est un peu raide quand même. Et quand il y a des reproches, eh ben, ils ne supportent pas les reproches parce qu'ils se sentent mis en défaut. Donc plus on leur fait des reproches, plus ils se sentent mis en défaut. Comme ils ne supportent pas les critiques, eh ben, ils se défendent, ils se justifient. Ils la ramènent en fait. Ils ne font pas ah peut-être tu as raison, ah, excuse-moi j'ai pas remarqué, ou peut-être tiens je vais peut-être changer de point de vue. Non, ils attaquent, ils se justifient, c'est-à-dire qu'ils surenchèrent. Et donc du coup ils ne peuvent pas se détendre, ils peuvent pas décristalliser leur point de vue de là où il y a l'objectif. Et ça va être un peu le souci, comme j'ai dit, c'est une pensée un peu égocentrique. Ils ramènent tout là-dessus. Ils ne veulent pas lâcher le nonos. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas se détendre, ils ne peuvent pas se distraire tant qu'ils veulent réussir ce truc ou avoir raison sur ce truc-là. Voilà. Et surtout quand ils défendent des valeurs morales. Rappelez-vous, le perfectionniste, c'est les valeurs morales, le bien, le mal. On est dans le monde de la dualité. Hein. Ils n'ont pas du tout... le postulat de départ dans le profil perfectionniste, c'est ou c'est vrai ou c'est faux, ou c'est bien ou c'est mal. Ils ne sont pas dans « et c'est bien, et c'est vrai, et c'est faux ». Ils ont un postulat de base dualiste qui est la vie est duel. Alors que d'autres profils vont avoir un postulat de base qui est la relativité des valeurs, qui est tous les points de vue sont dans la nature et, y a pas, et tout se vaut. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. Bon, le bien, le mal, quand tu fais du bien, tu fais du mal par derrière. Enfin, tout est, vous avez, c'est pilé. C'est ce que je dis souvent. Moi, je suis dans un postulat, personnellement, mon profil, il m'amène dans un postulat de relativité des valeurs. Donc, du coup, je n'ai jamais un point de vue fixe. Je fais des thèses et des antithèses. Un coup, je vous dis il y a pile, et un coup, je vous dis il y a face, et un coup, il y a pile et face, et tout est vrai et tout est faux. Donc, c'est pas du tout comme ça que fonctionne le perfectionniste en amour. Lui, il est persuadé qu'il a raison, et quand il a raison, c'est vrai, et quand c'est vrai, point barre. On s'arrête là, tout le monde descend. Donc, il n'y a aucune vue globale de la relativité des valeurs. Et il est à fond dans la dualité. Donc, en amont, le postulat, si on est dans un postulat plus large, on va dire la vie est non duel. Au-delà de la dualité, il n'y a pas que le bien et le mal. Voilà. Un jour, tu peux avoir ce point de vue. Le lendemain, tu peux changer de point de vue. Et puis, tous les points de vue sont dans la nature. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Mais ça, c'est la relativité des valeurs. Et le perfectionniste, ce n'est pas du tout là-dedans. Et vous aurez beaucoup du mal à l'amener là-dedans parce que ce n'est pas son truc.
Moi, je vous le dis, j'ai déjà fonctionné avec perfectionnistes. Voilà. Alors, ils ont des bons côtés. Là, je vous présente les inconvénients. Étant donné qu'ils ont une fixité sur des points de vue, en relatif à leur éthique, hein, leur intégrité, l'honnêteté, la droiture, le bien, le mal, machin, tout ça, et bien du coup, ben voilà. Donc, vous aurez affaire à quelqu'un qui peut avoir un peu de rigidité. Ma foi. Donc ce sont des gens hyper sérieux, hyper responsables, et on va travailler en thérapie sur leurs règles rigides, puisque c'est ça, ils vont avoir des croyances limitantes pour eux-mêmes souvent, et pour le couple, avec des règles rigides. C'est-à-dire, il y a beaucoup de règles, hein, c'est sérieux et c'est très responsable. Hein. Alors, il y a des bons côtés, hein, quelqu'un qui est responsable, voilà, l'avantage, c'est que vous pouvez compter dessus. C'est pas quelqu'un qui faillit, qui est là, qui n'est pas là. Quand il est là, parce qu'il dit, tu peux compter sur moi, moi je suis fiable, je suis droit, je tiens sur mes pattes, je ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Voilà. Donc ça c'est important, parce que ça a le sens du devoir moral, je vous l'ai dit, hein, je vous le répète. Mais à l'extrême, ça a des règles rigides. Et ça montre une image irréprochable. Et par exemple, dans le boulot, on voit que ce sont des gens qui ont du mal à déléguer. Hein. C'est pas leur truc. Ils veulent maîtriser, ils ont peur que s'ils délèguent, les autres, ils vont pas bien faire. Eux savent faire, les autres savent pas faire, enfin pas aussi bien qu'eux. Et donc, ils vont avoir plein de problèmes à cause de ça. Quand je vous ai dit, hein, ils partent souvent, ils se mettent tellement de pression, ben, du coup, ils font tout à la place des autres. Ils ont souvent du mal à dire non, d'ailleurs, parce que c'est la toute-puissance, pensée égocentrique. C'est eux, ils font mieux, et les autres, même le manager, si c'est un manager, par exemple, ils ont l'impression que le manager, il ne fait pas aussi bien, ou qu'il ne sait pas cadrer. Donc, ils font souvent le boulot à la place du manager quand le manager n'est pas carré. Donc, leur préoccupation, c'est toujours faire mieux, toujours faire plus. Et ils ont des angoisses par rapport au temps qui passe, parce que dans la vie, on devrait pouvoir tout faire bien. Voilà. Et donc, le temps passe vite, parce qu'on ne peut pas tout faire bien dans un laps de temps comme ça. Et comme ils n'ont pas le droit de faire des erreurs, ils font beaucoup, trop de choses, trop dans le détail. Et du coup, après, bah, ils n'ont plus de temps pour se distraire, pour, je sais pas, pour se détendre, pour faire des choses tranquillou. Enfin, voilà. Ne rien faire, ça, c'est compliqué pour eux. Et donc, voilà. Et c'est comme ça qu'après, ils ont des angoisses par rapport au temps qui passe, parce qu'ils en font des tonnes, ils en font trop. Voilà, voilà. Alors les biais cognitifs. Alors ça, c'est important parce que la plupart du temps, on a des biais cognitifs et on ne se méfie pas de nous-mêmes. On croit, alors surtout ce profil qui croit qu'il a raison et que les autres ont tort, c'est embêtant parce que c'est bourré de biais cognitifs. On sait aujourd'hui que 70% de nos pensées sont fausses, si ce n'est pas plus. On se raconte des histoires. C'est-à-dire on a des biais cognitifs, en veux-tu, en voilà, sans arrêt. C'est des pièges. Hein. Notre mental, c'est notre plus gros piège, c'est notre mental qui se raconte n'importe quoi. Comme c'est une construction, c'est un trait de personnalité, le profil perfectionniste en amour, c'est un trait de personnalité, et en plus, c'est particulièrement un profil qui croit qu'il sait la vérité. La vérité avec un grand V, que lui, il sait et que ce qu'il pense, c'est vrai. Il a du mal à se remettre en question, je vous ai dit, pour son penser. Donc, il est assez... il manque de lucidité sur ses biais cognitifs. C'est quelqu'un qui ne s'en rend même pas compte. Parce qu'il ne se questionne même pas sur ses biais cognitifs. Il ne se méfie pas de lui, en fait. Il est sûr qu'il a raison. Et qu'il faut que les gens pensent comme lui. Ça va développer souvent des troubles obsessionnels, quand même. Hein. Voilà. Alors, les biais, je vais vous donner les biais. Puis ceux qui s'écoutent, qui se reconnaissent, c'est bien parce que vous allez apprendre à vous méfier de vous-même. C'est comme ça qu'on commence à faire un pas de côté sur son profil. C'est qu'on commence à se connaître un peu mieux et à se dire « Ah oui, tiens, en fait, c'est moi, je fonctionne comme ça. Peut-être que je pourrais me méfier de moi. En premier, avant de me méfier des autres, je me méfiais de moi-même. » Donc, le premier biais cognitif du perfectionniste en amour, c'est la pensée dichotomique, le tout ou rien. C'est binaire, comme je vous l'ai dit. Ou c'est noir ou c'est blanc, hein, je vous l'ai dit, ou c'est un échec ou c'est une réussite. Ou ça marche ou ça va foirer. Voilà. Et donc, il n'y a aucune place pour la nuance. Donc, ils doivent apprendre à être dans la nuance. Les choses ne sont pas blanches ou noires. Et notamment dans les relations amoureuses. Moi, je travaille en ce moment, j'accompagne un groupe sur le deuil amoureux. Alors, c'est souvent pas blanc, pas noir. Hein. C'est un coup, je veux rester avec toi, un coup, je veux partir, un coup, je suis là, un coup, bah,
un coup ci, un coup mi. Et donc, c'est beaucoup plus nuancé la vie qu'on l'imagine. C'est pas, tac, il y a un truc qui ne va pas, crac, au revoir. Donc, c'est compliqué pour les perfectionnistes parce qu'eux, ils vont avoir du mal à avoir une vision autre que binaire. Pourtant, s'ils veulent aller mieux, il faut travailler là-dessus. Il faut qu'ils se rendent compte combien ils ont un biais de tout ou rien, et notamment en scénario catastrophe, et qu'il faut un peu de souplesse dans la vie, parce que la vie, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est nuancé. Donc si vous êtes en partenariat avec quelqu'un comme ça, ou si vous avez un ami comme ça, il faut l'aider à nuancer ses propos. Ça veut dire qu'il se rende compte combien il fait du tout ou rien. On ne lui dit pas « tu devrais nuancer », ça ne marche pas. On l'aide à constater que ses propos sont très binaires. Là, ah oui, tiens, en fait, je ne m'en rendais même pas compte. Autre chose, biais cognitif de confirmation. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier toutes les informations qui confirment leur point de vue. Par exemple, c'est quelqu'un qui est très exigeant vis-à-vis de lui, et donc il croit qu'il n'est jamais assez bon. Il n'est jamais assez à la hauteur, ou jamais assez beau, jamais assez intelligent, ou jamais assez plaisant, ou il ne fait jamais assez bien, puisqu'il veut faire parfait, d'accord? Et donc, du coup, ils vont ignorer ce qui prouve le contraire, les informations qui prouvent le contraire. Même si quelqu'un lui dit « mais non, c'est bien ce que tu as fait, c'est super », ben non, ah ben c'est non, et lui, il ne croit pas. Il ne va pas adhérer, il va dire « mais non, c'est pas vrai, c'est sûr que ce que je fais, c'est pas assez bien, la preuve, la preuve, la preuve ». Et donc, ils vont confirmer leurs croyances. Vous avez beau les applaudir ou leur dire que c'est bien, ça ne suffit pas, c'est jamais assez parfait. D'accord? Donc, c'est ce biais de confirmation qui est un autre biais cognitif sur lequel ils n'ont pas prise, en fait. Le biais de négativité, donc ils accordent beaucoup plus d'importance aux critiques qu'aux compliments, qu'aux réussites et aux compliments. D'ailleurs, la plupart des profils perfectionnistes en amour, quand ils réussissent des trucs, enfin quand ils se donnent des objectifs, par exemple, ah, je veux faire un couple et une famille, bof, ils y arrivent. Bon. Ben, le jour où ils y arrivent, bon, ils sont contents, mais pas plus. Parce que maintenant qu'ils ont le couple et la famille avec les enfants, ben maintenant il faut la petite maison super nickel, après il faut le cuisinier, le jardinier, il faut les voyages, il faut la voiture, il faut... voilà. Je vous ai dit, c'est toujours plus. C'est jamais assez nickel. Et ils ne se félicitent pas. Hein, c'est normal. Voilà, je me suis donné les moyens pour y arriver, donc c'est normal. Et donc voilà, donc ils triomphent jamais vraiment longtemps, ils ne savourent pas, ils ne dégustent pas leur triomphe. Hein. Il n'y a pas de victoire savourée. Et il n'y a pas de gratitude, non, c'est toujours jamais assez bien, peut mieux faire, peut faire plus, la suite au prochain épisode, alors maintenant, ce sur quoi je mets mon attention, sur lequel je pourrais pas refaire. Et c'est sans fin, c'est pour ça qu'ils font des burn-out, ceux-là. Voilà, donc vous avez compris que ce biais de négativité, qui donne beaucoup plus d'importance aux critiques, qu'à tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne, tout ce qui réussit, tout ce qui va bien, ça les nuit beaucoup. Et dans la relation amoureuse, ils vont vous prendre de chou parce qu'ils vont toujours pointer le truc qui ne va pas, qui sait que ça pourrait être mieux. Voilà. Et ben voilà. Et donc là, il y a un détail qui tue. Là, hein, là tu as vu? Là, ce truc, ça va pas. Là, hein. Alors quand on cherche, on trouve toujours un détail qui tue. Hein, je vous le dis. Autre biais, un biais très classique dans ce profil, c'est le biais de l'imposteur. C'est-à-dire que, même en réussissant, ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes. Vous avez souvent entendu, hein, dans vos amis, peut-être tu l'es, parce que tu as l'air d'être un peu comme ça. C'est « je ne me prends pas pour quelqu'un de légitime ». Depuis que je suis enfant, souvent, je ne suis pas légitime à être dans ce poste ou avoir une relation avec telle personne. Comment fait-il pour être avec moi? Je ne suis pas assez bien pour elle, etc. Donc, j'ai l'impression que je ne mérite pas ma place, que je ne suis pas assez, 3 petits points, etc. Même quand ça marche, même quand je réussis, j'ai l'impression que je suis un imposteur. Donc ça, c'est le truc du profil, du perfectionnisme, malheureusement. Et ça le poursuit, ce truc. Parce qu'en aucun cas, c'est vrai. Ça n'a jamais été vrai depuis le départ. C'est un sentiment profond de honte, d'ailleurs, d'être imparfait et de ne pas... de ne pas être assez bien pour prendre sa place, ou pour être aimé. Donc ça, en thérapie, on les a à chaque fois, on les entend tout le temps, hein, dire ça, et on va essayer de leur faire diminuer le niveau d'exigence, en fait. Hein, c'est-à-dire changer ce système de croyance qui est
je ne peux être légitime que si je brille, que si je fais parfait, que si vraiment je suis applaudi et aimé de tous ou reconnu de tous, ce qui ne sera jamais atteint, puisque la perfection n'est pas de ce monde, et on ne pourra jamais être aimé de tous ou plaire tout le temps à tout le monde, et ce pour toujours. Ça n'existe nulle part. Donc il va falloir faire un travail d'acceptation, notamment sur l'idée de « je ne suis pas au contrôle », et je n'ai pas besoin d'être parfait parce que j'ai toujours été parfaitement imparfait. Depuis que je suis petit, on m'a fait croire que si j'étais parfait, j'aurais ma place. Mais en fait, non. C'est parce que je suis imparfait que j'ai ma place. Donc c'est un renversement total de posture ici. Bon. Ça va être un peu compliqué à faire comprendre au perfectionniste parce que lui, il est persuadé qu'il n'est pas légitime et qu'il faut bosser pour être légitime. Ben non. Il a toujours été légitime en fait. Parce que dès que vous arrivez sur Terre, vous êtes légitime. Vous avez votre place sur Terre, rien que le fait que vous êtes né. Voilà. Même si vos parents ne vous ont pas accueilli, vous n'avez pas montré qu'ils étaient contents de vous voir, qu'ils n'ont pas pris soin de vous, n'empêche que le fait d'arriver sur Terre, vous avez votre place qui est votre place unique. Ça s'arrête là. Donc vous êtes parfait et unique en votre genre parce que vous êtes né et que vous êtes dans l'aventure humaine jusqu'au bout de votre vie. Et vous êtes parfait grâce à cette naissance, et c'est tout. Sauf que quand on a eu un mauvais accueil sur le bateau du monde, eh bien, on va avoir ce sentiment d'être illégitime, de devoir faire parfait, de devoir prendre sa place, de devoir prouver sa place, etc., etc. Mais le postulat, il faut dès le départ. En fait, vous avez eu votre place dès le départ. C'est juste que l'accueil a été mal fait. Donc il va falloir renverser la vapeur en faisant comprendre que vous n'avez pas besoin de vous batailler pour la légitimité, les perfectionnistes, vous l'avez toujours eu, vous avez toujours eu votre place, vous pouvez vous détendre, parce que rien que le fait d'être assis sur votre pouf, vous êtes légitime, vous existez, et ça suffit, vous n'avez pas besoin de parfaire, de montrer que vous allez militer pour des causes nobles, de prouver que vous réussissez je ne sais pas quoi. Non, détendez-vous, tout va bien. Vous êtes assis sur votre pouf et c'est parfait. Voilà, donc vous avez vu que ça va être vraiment un renversement de posture, ce qui ne va pas être gagné. Parce que là, je le fais en rigolant, mais avant d'en arriver sur je suis parfait comme je suis, je n'ai pas besoin de batailler, de militer, de prouver, je peux me détendre, il va y avoir du chemin. Voilà, parce qu'ils ont un juge intérieur, c'est-à-dire un idéal du moi qui est très élevé, on a vu le niveau d'exigence élevé, qui va sans arrêt être en front line et commenter, un petit moi jacasseur qui va dire « Eh non, mais t'es pas assez bien, mais là, t'as pas assez bien fait. Et si tu finis pas ta to-do list, eh là là, oh là là, oh là là, hein, ta to-do list, attention, attention, ta charge mentale, attention, attention. » Alors eux, charge mentale comme ça. Hein. Attention, là, t'as pas fini, c'est pas assez bien fait. Attention, là, tu lâches pas, on lâche rien, on lâche rien. Donc on part pas, on s'amuse pas, on se détend pas. Hein, on va pas rigoler avec les copines tant que c'est pas tout fini très bien. Voilà. Et donc là, vous avez vu, qu'est-ce qu'il y a la part qui est tout le temps aux commandes, là, donc c'est la part d'idéal du moi, le juge perfectionniste. Et cette part, elle massacre une autre part qui est l'enfant intérieur, qui est toujours, qui ne peut pas être spontanée, qui ne peut pas faire ce qu'elle aime, ce qu'elle a envie, parce qu'il faut tout tellement bien faire, parfait, etc., qu'il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de ludique, il n'y a plus de détente, il n'y a plus d'insouciance, il n'y a plus rien. Hop, tout le monde descend, il n'y a plus que la responsabilité, le sérieux, la to-do list, le cadre, bien faire, très bien faire. Hop, j'ai fini ma tâche, hop, 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 c'est bon. Tâche suivante. Comme les tâches, ça ne s'arrête jamais. Donc ça ne s'arrête jamais. Donc c'est jamais fini, le travail n'est jamais fini. Voilà. C'est vraiment catastrophique, c'est pour ça que j'ai parlé de burn-out. Hein. Donc c'est le biais de l'imposteur, le biais de projection, il suppose que les autres ils ont les mêmes attentes élevées qu'eux, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque tout le monde n'est pas perfectionniste. Donc ça les pousse à redoubler d'efforts pour éviter d'être jugés. Biais de catastrophisation, autre biais cognitif, ils imaginent le pire scénario possible s'ils ne réalisent pas un travail parfait, ce qui augmente leur anxiété. Ah oui, j'ai oublié de parler d'anxiété dans les symptômes, il y a souvent beaucoup d'anxiété à l'idée de ne pas bien faire, ou de ne pas finaliser, ou de ne pas rendre le travail bien fait, ou de ne pas être une très bonne mère, ou un très bon père, ou un bon mari, ou un bon époux, enfin vous voyez tout, ou un bon amant, enfin tout ce truc-là, quoi. Voilà, ils veulent être une bonne personne. Et ça les nuit. Ben, rentrez, trouvez une petite place. Et le biais de contrôle, le dernier biais cognitif, le biais de contrôle, je dois maîtriser tout à 100%. Si ça échappe à mon contrôle, je suis déçue, je suis frustrée, je suis stressée.
Donc maîtriser, par exemple, moi je le vois au travail quand ils veulent, je sais pas, rendre un rapport ou faire une, par exemple là, faire une conférence ou un truc, prise de parole en public. Si c'est pas parfait, eh ben, je vais vous dire, ils font pas grand-chose. Hein. S'ils maîtrisent pas le sujet, ils y vont pas, ou ils bug, ou je sais pas quoi. En tout cas, ils sont pas à l'aise. C'est pas du tout mon profil. En tout cas, ils vont faire moins de choses parce qu'il faut parfaire. Donc, il faut tout maîtriser avant d'y aller. Hein, d'accord, ils sont stressés. Ils sont tellement stressés que des fois, ils se bloquent, ils se paralysent, ils peuvent plus rien faire tellement qu'il faut tout maîtriser, tout maîtriser. Donc, du coup, ils se figent en fait. Ils s'inhibent tout seuls, à force de tout vouloir tout contrôler, tout maîtriser, comme si, pensée égocentrique, hein, comme s'ils avaient capacité de tout maîtriser. Personne ne peut tout maîtriser sur Terre, déjà, c'est pas possible. Et ça n'a aucun intérêt de tout maîtriser, puisqu'il va y avoir de l'impro. Par exemple, moi, quand je ne sais pas quelque chose, je donne la parole. Je me dis, moi, il y a peut-être quelqu'un qui sait mieux que moi, d'ailleurs. Pas que moi sur Terre. Je vais trouver une astuce et ça va aller, tout va bien, on se détend. Hein, on n'a pas besoin de tout faire bien. Ou de tout maîtriser, parce que d'ailleurs, si je maîtrisais tous mes sujets, j'en ferais beaucoup moins. Il y a longtemps que j'aurais arrêté de bosser d'ailleurs. Donc, c'est complètement amateur, mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai pas ce profil perfectionniste. Je vis avec quelqu'un, ou j'ai vécu avec quelqu'un qui était perfectionniste, un profil de perfectionniste. Bah, c'est sûr que... alors la satisfaction du client, elle y est. Hein. Je vais vous dire que... Alors c'est bon, hein, tout est nickel chrome, il n'y a pas un mot à la place d'un autre, c'est hyper bien préparé, tout est à la virgule près, tout tient la route. Bon, les clients sont satisfaits, et encore pas tout le temps, parce qu'on n'a pas le pouvoir de satisfaire à 100% les clients, ou les publics, ou je sais pas quoi, ça c'est pas vrai. Hein. Ou les patients, tout ce qu'on veut. Donc c'est trop égocentrique comme truc. Et puis de toute façon, c'est tellement fatigant, c'est tellement sérieux et responsable que c'est pas très vivant au final. À force, c'est pas détendu, quoi. Il y a une énergie tellement de sérieux, tout est comme ça, là, il n'y a rien, il n'y a pas un machin qui dépasse. C'est pas très humain, en fait, au final. Donc, c'est un peu contre-productif, même si ça veut très bien faire, et qu'en général, le contenu, c'est très France Culture, ou c'est très high level, pour les scientifiques, c'est très, voilà, c'est très pointu, on va dire. Ça fait très expert, etc. Mais en même temps, des fois, on s'en fout, ça ne change pas la face du monde. Bon, alors ça dépend qu'est-ce qu'on veut. C'est sûr que selon certains métiers, si vous travaillez dans la bijouterie, bah, c'est mieux d'être hyper précis. Il y a des métiers, c'est mieux de ne pas faire d'erreur. Mais bon, l'erreur est humaine en ce bas monde. Et les profils perfectionnistes, c'est mieux de travailler dans des métiers où ils peuvent se détendre un peu, quoi. Sinon, ça leur rajoute un stress d'être hyper au contrôle et de tout bien faire et de tout prendre en charge. Voilà. Alors, à quoi ça sert quand même? Je voudrais vous faire réfléchir sur à quoi ça sert le perfectionnisme. À votre avis, vous allez me dire, parce qu'il y a des bons côtés quand même. Je ne vais encore pas donner les bons côtés là. Mais alors, à quoi sert le perfectionnisme? Je vous le paye en mille. Vous avez des idées, je suis sûre. À quoi ça sert d'être un perfectionniste? Pas des idées? Allez, prends le micro. Réponse spontanée, dans le public. La fiabilité. Alors oui, la fiabilité, on l'a dit tout à l'heure, honnêteté, fiabilité, tu peux compter, loyauté, hein, droiture, fidélité en amour, fidélité, exactement. Soutien moral, tu vois, soutien, fidélité aussi en mode soutien, je suis là, tu peux compter sur moi, dans les pires moments, je serai là, je ne te lâcherai pas. Un truc comme ça, c'est très moral, enfin, les valeurs, les belles valeurs, quoi. Alors oui, voilà, merci pour avoir dit sécurité. Le perfectionniste va aimer le cadre, la structure. 1, 2, 3. Alors souvent il fait 1, 2, 3. Il ne fait pas 1, 3, 2, 4, 6, 1. Non, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah putain, c'est pas dans l'ordre là, il y a un problème, je ne comprends plus. Oh, vous m'avez embrouillé là. Pas structuré ton truc là, ton cours il n'est pas structuré, je ne comprends pas. Hop. Donc, il n'y a pas le petit 1, la diapo, elle n'est pas au bon endroit, là, c'est le bordel. Oh, il faudrait remettre le cadre comme ça, le cadre est un peu... Donc, eux, ils arrivent, hein, ils voient tous les trucs qui ne sont pas droits, tu vois, ou qui ne sont pas 1, 2, 3 dans l'ordre. Donc, oui, alors, l'intérêt, c'est, ça donne de la sécurité. Le cadre, tout ce qui est cadré, tout ce qui a, là où il y a des règles, il y a du cadre, et dans le cadre, on se sent en sécurité. L'avantage. Un gros avantage quand même. Donc, il y a des partenaires amoureux qui vont être contents de fonctionner avec, de choisir des perfectionnistes amoureux,
parce qu'ils se sentent en sécurité. C'est quelqu'un qui s'engage et qui ont l'impression que c'est fiable, que tu peux compter dessus, qu'il ne va pas se barrer en 2 minutes ou qu'il ne va pas être torturé en disant « Ah oui, je fais un pas en avant, 3 pas en arrière, mais peut-être que ça serait mieux là-bas, et peut-être que pas là-bas. » Alors ça c'est des profils, ça n'est pas du tout les perfectionnistes amoureux. Non, eux c'est carré, c'est maintenant je suis là, je t'ai choisi, je suis engagé, on y va, on y croit, on retrousse nos manches, on persévère, s'il y a des obstacles, on les franchit. Et ça donne un sentiment de sécurité pour les profils émotionnels, torturés, compliqués. Ça les sécurise. Parce que souvent, ils vont attirer les profils beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus planants, beaucoup plus instables, d'accord? Puisque les complémentaires, souvent, s'attirent. Parce que 2 rigides ensemble égale la tête à Toto. Hein. Donc, alors, ils se comprennent, hein, ça peut faire des bons colloques. Ah bah oui, tout est carré, 1, 2, 3, 3, 2, 1, machin, ça marche bien, la colloque, le plan d'action, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, les tableaux, les colonnes, bon, c'est parfait. Ça fonctionne, c'est fonctionnel, sauf que bon, c'est pas très vivant, quoi, c'est pas très... pas beaucoup d'émotions là-dedans, c'est cadré, ça déborde pas du cadre. Et donc ils ont besoin des fois de personnes un peu plus fantaisistes, un peu plus dans la légèreté, un peu plus dans le hors-cadre, voilà, pour les amener dans d'autres univers, parce que sinon tout est un peu carré. Alors une fois que tu es dans le cadre, tu es en sécurité. Ben, c'est bien, on est content. Voilà, on est en sécurité. Et après on s'ennuie un peu, hein, n'est-ce pas? Donc il ne se passe pas grand-chose une fois. Alors ça c'est l'excès du cadre. Hein. Quand c'est trop cadré, c'est fixe. Et dans la fixité, il n'y a pas de mouvement. Donc on va commencer à s'ennuyer, on ne sort plus du cadre. Tu vois. Donc c'est bien aussi de nuancer, on a dit tout à l'heure, d'avoir des petites sorties de cadre des fois de temps en temps, d'avoir quelqu'un qui est un peu plus dans la légèreté, de voir d'autres points de vue, qu'il n'y a pas qu'un point de vue sur Terre, il y en a d'autres, il y a d'autres profils, il y a d'autres genres. Voilà. Donc ces personnes-là, souvent, vont s'amouracher des polarités inversées. Des gens plus lunaires, moins structurés, plus contemplatifs, plus artistes, plus ceci, plus cela, d'accord? Bah forcément, c'est complémentaire. Sauf qu'ils vont adorer ces gens un peu insouciants, fantaisistes, machin, un peu lunaires, et puis après, ils vont les détester, comme d'habitude, puisqu'après, ça va les gonfler, en fait. L'autre, il est tellement pas carré que ils se sentent peut-être aimés, ou c'est intéressant, mais après, c'est moins carré qu'eux, quoi. Et donc, voilà. Donc, moins carré dans le sens que ça ne fait pas les choses comme ça devrait être. N'oubliez pas, c'est le monde, le vocabulaire, c'est tu dois, je dois, nous devons, il faut faire les choses en ordre, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Donc c'est leur point de vue. Hein. Voilà, il faut être correct, il ne faut pas faire faux, il faut faire bien les choses. Donc ça donne aussi de la rigidité, mais ça donne des capacités, dans les bons côtés, hein, je suis sur les avantages, à mettre des limites. Voilà. Il y a d'autres profils qui ont beaucoup de mal sur les limites, eux ils mettent des limites. Ça c'est bien, ça va bien, hop, hop, stop. Et donc, voilà. Donc ça met les limites. Des fois ça va gonfler le partenaire en face parce qu'il y a trop de limites. Justement, et donc l'autre va s'énerver un peu en disant bon, ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, ça fatigue. Après, il y a d'autres. Là, je vous donne un profil un peu de quelqu'un qui est perfectionniste, un peu ordré comme ça, comme on dit en Suisse. Mais après, vous en avez d'autres, des profils. Vous avez des profils qui sont moins carrés, mais qui ont un idéal, qui sont plus lunaires. Moi, j'ai eu un patient comme ça hier, qui était complètement très artiste, très barré, très perché, tout ce qu'on veut. Par contre, mais, super, hein, très brillant, par ailleurs, enfin pas du tout ce que je décrivais là, mais avec un idéal, un niveau d'exigence élevé, mais sur lui, c'est-à-dire il devait toujours parfaire, c'était jamais assez bien, il se dévalorisait tout le temps. Et du coup, ça lui crée ce truc que quand je choisis une nana, je ne reste pas assez longtemps avec elle parce qu'elle n'est pas assez parfaite pour moi. Parce que dans ce monde du parfait, il veut aussi quelqu'un de parfait. Et il veut une relation parfaite. Et la nana, au début, ça va à peu près. Et puis très vite, elle commence à avoir des défauts, enfin des trucs, ça ne lui plaisait plus. Quoi. Il commençait à être frustré ou insatisfait. Bah oui, puisque dans le réel, personne n'est parfait. Donc du coup, en découvrant l'autre dans le réel, il lui trouvait plein de points d'imperfection
qui le frustraient terriblement, et du coup, il ne créait que des relations éphémères. Puisqu'après, il ne s'engageait pas, quoi. Il y avait un problème sur l'engagement, puisqu'il se positionnait un plus ou moins, mais de manière molle, en disant « oui, mais il y a peut-être l'herbe plus verte là-bas, là, l'autre, elle est peut-être plus parfaite là-bas. Donc je ne m'engage pas vraiment. » Donc, vous voyez, c'est un autre profil perfectionniste en amour, mais plus dans une problématique de « puisque je veux que tout soit parfait, et que ce n'est pas possible, je suis l'insatisfait chronique, et donc je vais toujours chercher mieux ailleurs. » Et donc voilà, et comme en plus ici il y avait cette problématique de je ne me trouve pas assez beau, parfait, intelligent, intéressant, machin, tout ça, je cherche à plaire, donc j'ai des traits narcissiques, et du coup ça insécurise mon partenaire parce que je suis toujours en train de séduire toutes les nanas sur la terre, pendant ce temps-là, elle est jalouse. Donc ça donnait beaucoup d'instabilité. Puisqu'il ne se positionnait pas vraiment avec cette personne, puisque c'était jamais assez parfait, et qu'en plus il avait besoin de séduire. Donc ça c'est un autre profil de perfectionniste en amour, mais dans les mêmes, dans des modalités un peu différentes, mais ça donne aussi ça peut donner ça aussi. Mais lui il était beaucoup plus lunaire par contre. Hein. Ok. Ensuite, sur la notion d'être exigeant, parce que là on parle d'être exigeant, est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises exigences? Oui, voilà, c'est pas mauvais en soi hein, d'être exigeant, il y a beaucoup de gens qui sont exigeants, pourtant ils ne sont pas perfectionnistes, pour autant. Quand c'est bien, ça me pousse à réaliser des grandes choses. C'est moteur quand même, le perfectionnisme. C'est quelque chose qui fait, bah oui, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire réussir, donc ça donne des ailes pour entreprendre normalement. C'est mieux d'être persévérant quand même en amour que dès qu'il y a un obstacle, de laisser tomber, hein, de dire bon bah écoute laisse tomber, là, allez hop on arrête, ciao bye bye, au suivant. Donc ça quand même, c'est un côté moteur et c'est quand même pas mal pour entreprendre des choses. Par contre, dans l'excès ça nuit. Vous avez compris que c'est toujours les excès qui nuisent. Donc, ok, ça réalise des grandes choses, ça veut souvent laisser des traces sur Terre, ça veut être un parent. Moi, j'ai des profils de perfectionnistes en amour qui veulent non seulement réussir une relation, mais un couple, mais qui veulent faire une famille parfaite, qui veulent absolument faire des gosses, si c'est des nanas, et qui pensent qu'elles vont rater leur vie, par exemple, si elles ne font pas d'enfants. D'accord ? Complètement coincées sur cette histoire de deuil de faire des enfants. Ça, c'est un autre thème, c'est un sujet que je vais prendre aussi. Le fait que certaines femmes, elles ont le temps qui passe, et elles arrivent à 40 ans, 42, 45, je ne sais pas quel, bref, et du coup, elles ne peuvent plus faire d'enfants. Et donc, il y a ce truc, ce système de perfectionnisme qui est « Ah, mais non, mais je devrais réussir. Je devrais réussir à faire des enfants. Je devrais laisser des traces sur Terre. Je devrais réussir tout ce que j'entreprends. » D'accord ? Et donc, ça va aussi bugger à cet endroit-là, parce que les deuils vont être très difficiles à faire quand je veux être parfaite partout, y compris dans ma posture de mère, ma posture d'épouse, ma posture de... toutes les postures. Donc ça a du mal à renoncer à faire des deuils quand il y a ce truc de perfectionnisme. Le mauvais perfectionnisme, c'est le jugement critique de soi et des autres, vous avez compris, et ça crée souvent de la procrastination. Alors ça, je voudrais en parler parce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. J'avais parlé de paralysie. Hein. À force de vouloir tout faire bien, il y a des moments où la barre est tellement haute que du coup, je me bloque tout seul. Et du coup, je ne fais plus rien. Parce que comme je me soumets... alors, je vais vous expliquer le truc. Il y a une part qui est ici, tu dois tout bien faire. Tu dois parfaire ton truc. Il y a l'enfant, la part enfant qui est là. Oh là là, tout ça, bien faire. Oh là là, oh là là, oh putain, tout ça. Ah bah dis donc, hein, c'est ma housse, hein, il va falloir tout faire là. Chut, ben on n'est pas rendu, hein. À quelle heure on va s'amuser? Ben, on ne va pas s'amuser longtemps là. Bon. Et donc là, l'enfant spontané qui a envie de se détendre, s'amuser ou de se faire plaisir, il est parti, hop là, au revoir. Et donc ici, à la place, ça va être l'enfant soumis qui va dire, ok, puisque tu dois tout faire bien avant de te détendre, par exemple, eh bien, je me soumets. Ici, c'est d'accord, je vais obéir, je vais faire tout bien. Je suis d'accord de tout bien faire, de finir ma to-do list jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune erreur, d'accord? Jusqu'à tard ce soir, cette nuit même, ou demain soir. Voilà, bon. Donc, je vais bosser toute la journée, toute la nuit, je vais m'épuiser, c'est pas grave. Donc, l'enfant soumis est aux commandes.
Et puis à un moment donné, là, la partie enfant soumis, là, qu'on a ras-le-bol de se soumettre à toutes ces normes, tous ces devoirs, tout ce qu'il faut faire, là, il dit bon, bah, Tintin Milou, hop, est remplacé par l'enfant rebelle, qui dit bah, puisque c'est comme ça, eh ben, tu vas pas me la faire, toi. Hein, il y en a marre de tes conneries là-haut, là, de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire mi, et on va y passer la nuit, là, ça suffit, allez hop, et ben on va plus rien faire. On va regarder des séries, on va rien foutre du tout. Là, 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 le canapé, les vacations, hop, terminé. Qui vivra verra, on va manger, on va grignoter, on va plus rien foutre. Voilà, ta 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 ta. Bon, vous avez compris que quand l'enfant rebelle prend le pouvoir, ça procrastine à fond et ça culpabilise. Alors après, il y a la part là-haut qui dit oui, mais c'est pas bien. Tu devrais, t'as rien foutu. T'as rien foutu, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu bosses pas là? C'est quoi le problème là? Hein? T'as vu, t'es une mauvaise mère. Pas bien, pas bien. T'as pas fait ce qu'il fallait là, c'est pas correct. Hein. Pas bien. Et donc ça va culpabiliser ici à l'enfant souillé. Oui, mais moi j'y arrive pas. Oui, c'est bien, j'y arrive pas. Je suis fatiguée moi. Et puis je m'amuse pas, j'en ai marre. Et il y a l'autre l'enfant rebelle qui dit bon bah, hey, hop, 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 on va plus rien foutre, on va se distraire, on va faire autre chose. On va faire tout sauf le truc qui doit être fait. Et on va passer à autre chose. Tant pis, hop. Et voilà. Et donc ça part dans des trucs comme ça. Et ça se termine mal en général. Ça se termine, ça peut somatiser en fait, ça peut terminer en somatisation. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Et ça renforce le système, puisque ça s'auto-renforce en mettre ah oui, mais t'as vu, t'as encore rien fait de tout ce que tu devais faire, mais t'es nul, t'es nul, t'es nul. C'est un massacre à la tronçonneuse. Donc. Donc c'est la catastrophe. Voilà, c'est la catastrophe du point de vue de la vitalité, du point de vue de l'enfant, de la bienveillance, de la compassion, de s'accueillir, d'être en contact avec l'enfant intérieur. C'est un travail de massacre. Et donc voilà. Donc ça donne des conduites dangereuses. Voilà. Donc vous avez compris que ça, c'est un truc à défaire, à détricoter. Et vous comprenez pourquoi ça fait de la procrastination, très souvent, hein, malheureusement, parce qu'il y a du figement, il y a vraiment trop de pression, et donc le système, il va bloquer, il va dire non, non, là, ça ne va pas le faire, là on stop, on arrête l'affaire, là, on se calme tout de suite, on ne fait plus rien. Immobilité, voilà. Bon, donc ça, c'est le problème, hein, la procrastination. Donc, le bon côté, c'est la vision du détail. Ça peut être utile, hein, des gens qui ont une vision du détail. Voilà. Mais en excès, ça perd la vision globale. Et donc, ça éloigne de l'objectif, souvent. Hein. Et puis, les profils perfectionnistes ont une faible confiance en eux. Forcément, vous avez compris le système avec l'idéal du moi, exigeant, etc. Ça peut être aussi un parent punitif. Hein. Là, j'ai parlé d'un parent idéal, un parent exigeant. Mais il peut y avoir une part parent punitif qui va punir, qui va dire « Ah, si tu n'as pas fini ta to-do list, attention, tu vas prendre cher. » Et alors, punir, c'est tu vas avoir une punition, tu seras sanctionné, tu n'as pas le droit de… Je t'interdis, c'est interne, hein. Tu sortiras pas, t'iras pas à l'anniversaire de ta copine tant que tu n'as pas fini tes devoirs, tu n'as pas fini de travailler, tu n'as pas fini ton linge, tu n'as pas fini de t'occuper des gosses. Donc non, tu ne sortiras pas ce soir. Non, 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 pas de cinéma, terminé. Voilà. Donc ça, c'est le parent punitif. Hein. Et puis, ça a des attentes irréalistes. Parce que les attentes sont trop élevées. Donc en amour, ça donne quelqu'un qui a beaucoup trop d'attentes sur la vision du couple, ce que j'aimerais, donc toujours déçu en fait, parce qu'il y a trop d'attentes élevées. Notamment pour les femmes, alors là je fais une parenthèse, il y a des femmes qui ont ce profil de perfectionniste en amour et qui, comme beaucoup de femmes, vont centraliser le couple. C'est-à-dire ça va être au centre de leur vie. Genre, je suis une grande romantique devant l'éternel, je suis amoureuse de mon état amoureux, et donc je voudrais tellement réussir un couple. Réussir un couple, c'est l'objectif de ma vie. Je veux réussir un couple. Bon, donc, voilà, ok, on a compris. Donc ça se met un objectif, pourquoi pas, sauf que quand l'objectif est élevé et qu'il n'est pas atteint, ce profil va bugger. C'est-à-dire qu'il veut absolument réussir son truc. Hein. Donc si ça ne se passe pas comme il veut, et en plus, il croit qu'il est volontariste et qu'il est au contrôle, hein, en plus. Hein. Il dit, mais non, mais si je veux, je peux. Et donc, quand ça ne se passe pas comme il veut, ça s'effondre, en fait.
Et ça, c'est compliqué pour ce profil-là. C'est vraiment... c'est compliqué d'accepter la réalité telle qu'elle est. Parce qu'il a des attentes élevées, et quand il n'obtient pas ce qu'il souhaite, il s'effondre. Ça peut être même non seulement anxiogène, mais ça peut être dépressif. Ça peut coller une dépression aux fesses. Parce que la dépression s'origine de l'écart entre l'idéal et le réel. Et quand le réel ne tient pas l'idéal, ça s'effondre en fait. Il y a un système de « Ah, mais puisque j'y arrive pas, vous avez vu binaire, mais je suis nulle, mais j'y arriverai jamais, et que vais-je devenir? Ça fait 10 fois que j'y arrive pas, j'ai essayé, ça marche pas, c'est à cause de moi, je suis complètement nulle, ou tous les mecs sont nuls, ou toutes les nanas sont nulles. » Bon, alors là, complètement pessimiste, on l'a vu, biais catastrophique. Et donc ça s'effondre parce qu'il y a des attentes irréalistes et trop élevées. Et ça ne tient pas tellement compte du réel. Ce qui est, est. C'est-à-dire que ça ne veut pas capituler devant le réel. C'est une des problématiques et donc une des pistes pour ces profils de capituler devant le réel, c'est-à-dire de voir la perspective, de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme elles devraient être. Bon, ça c'est vachement important que vous compreniez ça, parce que ça c'est vraiment une direction thérapeutique. C'est un renversement de posture. C'est un chemin d'une vie, hein. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Hein. Pour les perfectionnistes, ça ne va pas se faire comme ça, clic-clac, crac. C'est pas évident pour eux. Hein. Voilà. Alors, soit c'est un schéma structurel, c'est-à-dire que structurel, ça veut dire que vos parents étaient peut-être comme ça, c'était peut-être 2 perfectionnistes en herbe, ou alors ils étaient exigeants avec les enfants. D'accord? Donc vous avez eu ce modèle familial et vous êtes devenus comme ça parce qu'eux étaient comme ça. Vous n'avez pas eu le choix en fait. Hein. Vous avez vu ce modèle-là, donc vous avez déteint sur le modèle familial. Ça c'est un schéma structurel, c'est-à-dire que vous êtes construit depuis que vous êtes haut comme 3 pommes avec ça. Soit c'est un schéma, on dit réactionnel, c'est-à-dire c'est juste parce que vous êtes avec un partenaire perfectionniste que vous êtes devenu perfectionniste. Il vous a tellement mis la pression que vous êtes devenu perfectionniste comme lui, ou alors parce que vous êtes dans une époque de votre vie, vous avez des responsabilités familiales, donc il faut tout bien faire. Vous avez un chef aussi au boulot qui est perfectionniste, donc il vous donne des objectifs comme ça, donc vous êtes stressé et donc vous voulez tout bien faire partout, mais c'est contextuel. Vous n'êtes pas comme ça, si on vous lâche la grappe, vous n'êtes pas comme ça. D'accord? Donc on dit alors ça c'est important de le reconnaître aussi, est-ce que c'est structurel? Et c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir quand c'est structurel que quand c'est réactionnel. Si c'est structurel, ça veut dire que vous êtes formaté comme ça. Si c'est contextuel, si c'est réactionnel, bon, c'est parce que vous êtes stimulé dans une période comme ça, ou parce qu'il y a un manager comme ça, ou parce qu'il y a un partenaire amoureux comme ça, mais ce n'est pas lié à la situation. C'est lié à la situation, je veux dire, vous n'êtes pas construit comme ça. Le plus dur, c'est de se débarrasser de nos formatages qui sont instruits depuis qu'on est petit. Hein. Ça, c'est plus compliqué. Donc la pathologie, c'est les troubles obsessionnels. Parfois, certains vont avoir des TOC. Hein. Ça peut aller jusqu'au TOC. C'est rare, mais ça peut aller jusqu'aux troubles obsessionnels compulsifs. En tout cas, il va y avoir des pensées obsessionnelles. Ça, c'est sûr et certain. Les pensées obsessionnelles. Alors, quand on est là, je suis sur des histoires de deuil en ce moment. Je travaille sur le deuil. Donc, il va y avoir des pensées obsessionnelles, de la limérance. Je pense toujours à mon ex, j'arrive pas à lâcher. Je pense que si j'avais pu, j'aurais dû. Je pense, et j'arrête pas d'y penser. Et j'ai pas le contrôle sur mes pensées. Je devrais contrôler mes pensées. Et donc, je lutte contre moi-même, et plus je lutte, et moins j'y arrive. Donc, il va y avoir beaucoup d'obsessionnalité dans ces profils-là. Avec un désir d'être parfait sur soi. Donc, ils vont faire des fois un parcours de thérapie Maus. Ils vont tout faire pour s'en sortir. Pourquoi pas? Mais ils vont lutter contre eux-mêmes en pensant que s'ils font tout, ils auront le contrôle et qu'ils pourront un jour se débarrasser parfaitement de tout. C'est vraiment erroné, le postulat est erroné. Jamais on se libère de tout. Jamais on guérit de tout, jamais on sera parfait, jamais, ça n'existe nulle part. Donc la posture, elle est déjà fausse dès le départ. Par contre, ils ne se lâchent pas la grappe. Donc avec eux, on va travailler sur des thérapies qui sont sorties il n'y a pas longtemps, comme la thérapie d'acceptation et de l'engagement, les thérapies cognitives de la 3e vague. Enfin, voilà, on va les apprendre à se détendre et à arrêter de vouloir avoir le contrôle sur tout et notamment sur eux-mêmes. Notamment sur leurs pensées, parce qu'on ne contrôle pas nos pensées. Bon. Ce sont des personnes idéalistes. Alors ça, il faut le considérer. Et souvent, les normes sont mises à l'intérieur. C'est-à-dire ils ont des normes élevées, et ce sont les leurs. Ça ne dépend pas des autres. Par exemple, le bien, le mal, un perfectionniste peut considérer que dans la vie,
faut être fidèle. Quelqu'un a dit, il faut être fidèle, il faut être droit, il faut être loyal, il faut soutenir son prochain, coûte que coûte, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et cette norme, elle est en eux. C'est pas les autres. Les autres, ils sont ce qu'ils sont. Donc, ils ne dépendent pas des autres pour savoir ce qu'il faut faire ou pas bien faire. D'accord? Donc, même quand on leur conseille, on leur dit, mais attends, arrête, c'est trop, tu n'es pas obligé d'en faire autant, ou lâche un peu l'affaire, ils ne peuvent pas s'arrêter, même si on les reconnaît, même si on dit, mais bien, c'est bien ce que tu fais, ça suffit, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Eh bien non, eux, ils continuent, parce que eux, leur norme, elle est intrinsèque. Vous avez compris? C'est une norme à élever intrinsèque. Ça ne dépend pas des autres. Ils ne sont pas influencés tellement par les autres qui ont beau leur dire que ça suffit, non. Alors, ça peut être conjugué avec d'autres schémas que j'ai déjà travaillé notamment. Si c'est quelqu'un qui s'adapte aux attentes des autres, donc par exemple en amour, c'est quelqu'un qui va s'adapter à tes attentes, ça veut dire qu'il y a aussi... Donc il a le schéma perfectionniste, idéaux, exigence élevée, plus le schéma approbation, reconnaissance. On peut avoir les deux. Hein. C'est-à-dire à la fois avoir des règles, un perfectionnisme élevé, et à la fois chercher l'approbation et la reconnaissance. C'est-à-dire être applaudi par les uns et les autres, que si je ne suis pas applaudi, si je ne rentre pas dans leurs attentes, c'est dramatique, oh mon Dieu, je ne serai jamais... aimer, etc. Qu'est-ce que ma vie n'a pas de sens si je ne suis pas applaudie, si les gens ne sont pas satisfaits. Donc ça peut se conjuguer, perfectionnisme et approbation, reconnaissance ou pas. Ça dépend des gens. Et ça peut se conjuguer avec l'isolement social aussi. C'est-à-dire, l'isolement social, je vous rappelle, c'est j'arrive pas à appartenir à des groupes. Donc, par exemple, ces profils perfectionnistes plus isolement social, ça va donner quelqu'un qui va aller dans des groupes, mais qui doit briller. Donc, il préfère être leader que d'être participant, par exemple. Ou il faut absolument être parfait de chez parfait, donc donner une très belle image, sinon il ne se sent pas appartenir au groupe. Il va penser qu'il est ridicule, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il devrait être mieux, qu'on va l'éjecter, on va le rejeter, etc. Okay, donc c'est intéressant, des fois c'est conjugué avec d'autres schémas. Ça peut être conjugué aussi avec le schéma abandon, il y en a beaucoup qui sont conjugués avec le schéma abandon. C'est si je ne suis pas parfait, devant mon partenaire, si je ne fais pas comme parfait comme l'autre il attend, alors je serai éjectée. Il va me virer. Enfin, mon partenaire amoureux va finir par se rendre compte que j'ai des défauts et il va me dégager. Donc je dois être à la hauteur, de la hauteur, de la hauteur pour ne pas être abandonnée. Et je ne suis jamais à la hauteur, c'est le machin qui se mord la queue. Donc si je fonctionne comme ça, si ça part du schéma abandon, perfectionnisme par schéma abandon, plus schéma abandon, ça donne quelqu'un qui veut parfaire, qui se trouve jamais assez, je sais pas quoi, 3 petits points, et qui cherche toujours à se mettre la barre un peu plus haute, sans forcément en parler d'ailleurs, et donc il va s'adapter à l'autre pour pas être abandonné, mais qui a toujours l'impression qu'il peut être abandonné demain, après-demain, ou dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. D'accord ? Donc c'est assez fréquent en amour de trouver quelqu'un qui a le schéma perfectionniste plus le schéma abandon. Pour se faire aimer, il doit être parfait. Il doit faire parfait, être parfait, et augmenter et se mettre une pression de dingue. Et ça peut porter sur plein de choses, hein, sur l'esthétique, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez performant, je ne suis pas assez un bon amant, je ne suis pas assez, je ne sais pas quoi, enfin, c'est n'importe quoi. Ça va cocher plein de cases un peu partout, et ça veut toujours être plus, mieux, avec beaucoup de honte, et ça peut se conjuguer au schéma honte-imperfection. D'accord ? Donc vous voyez comment tout s'imbrique là-dedans. Voilà. Mais pas tous. Il y en a qui n'ont pas le schéma abandon. Hein. Alors, pour savoir si vous êtes avec un partenaire profil amoureux perfectionniste, voilà les questions. Alors, je vous laisserai, comme d'habitude, je vous laisserai le PowerPoint sous la vidéo en accès libre. Voilà, à chaque fois je fais ça, hein, je fais une conférence et vous avez les liens en accès libre, il suffit de cliquer sous le lien. Donc, pour retrouver les questions, quelles questions vous devez vous poser pour savoir si vous êtes concerné par ce profil? Alors, la première question, c'est je dois être la meilleure dans presque tout ce que je fais. Je ne peux pas être acceptée d'être le deuxième. Vous savez, c'est les gens qui... Premier de la classe. Presque rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Je pourrais faire toujours mieux, pense le perfectionniste. Je ressens une pression constante qui me force à faire les choses et à les réussir.
Mes relations souffrent de ce que je m'impose trop de choses. Ah oui, souvent les proches, ils n'en peuvent plus de voir quelqu'un qui est toujours en train de faire 10 000 trucs et qui ne se détend pas en fait. Je dois être le meilleur dans tout ce que je fais, je ne peux pas me contenter de quelque chose d'assez bien. Quand je réussis quelque chose, je ne profite pas tant que je suis déjà lancée sur la tâche d'après. Je dois apparaître sous mon meilleur aspect la plupart du temps. Le temps qui passe me fait peur. J'ai jamais assez de temps pour tout bien faire. Je suis quelqu'un de très compétitif et je me compare souvent aux autres. Ah oui, tiens, j'avais pas dit la comparaison. Hein. C'est des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de se comparer. Forcément, ils ne sont jamais assez parfaits. Donc les autres sont plus parfaits qu'eux, évidemment. Ils ont dans des échelles de valeur les autres et moi. Je suis quelqu'un... non, il y a tellement de choses à faire et si peu de temps pour les faire. Je m'impose tellement de choses que ma santé en souffre. J'ai tellement de choses à faire que je n'arrive plus à me détendre et ma vie sociale en souffre. Je me dis souvent que je peux faire mieux. Je me mets la pression tout seul pour réussir. Je réagis mal à la critique et je n'arrive pas à accepter les excuses pour les erreurs commises. Voilà. Donc vous avez un peu les questions type pour le perfectionniste. Alors, quelle est l'origine du schéma? Souvent, on se demande pourquoi quelqu'un est fabriqué comme ça. Donc, ce n'est pas une fatalité, il y a souvent les causes qui font les causes et les effets. D'accord? Donc, le besoin de jouer, de spontanéité n'a pas été comblé, en général. On va chercher en thérapie à ramener de l'enfant spontané. Hein. La spontanéité, elle est coupée. Hein. Hop, terminé. Le ludique, coupé. Hein. Soit ça peut être aussi le parent du parent. Hein. Ça peut être l'aîné ou l'enfant qui est obligé de s'occuper des parents. Soit la mère est dépressive, alcoolique ou je ne sais pas quoi. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, bon, ouais. Bref, ce sont des parents défaillants. Et donc, l'enfant doit jouer le parent parce qu'ils ne tiennent pas debout les autres, les parents. Hein. Donc, c'est l'enfant qui se met en mode c'est moi ici qui suis responsable de tout le monde parce que sinon, ça ne va pas le faire. On ne va pas survivre dans cette famille. Donc, ça joue le parent du parent. Donc du coup, ça devient responsable et sérieux très vite et très mature. Il peut y avoir aussi du coup, ne sois pas de ton âge, hein, grandis vite parce que sinon, il faut que tu sois sérieux et responsable. Ici, il faut que tu sois vigilant parce que ça ne tient pas la route. Voilà, donc l'insouciance, la légèreté, la spontanéité, hop, terminé. Donc il va se replier sur lui. Hein, c'est des enfants effectivement qui vont soit s'exclure, soit s'isoler. En tout cas, sentir de la solitude, c'est sûr. Et ça peut être aussi le cas des enfants précoces. Ça peut être transmis de génération en génération. Comme je l'ai dit, il y a certaines familles qui sont des familles de perfectionnistes. Et ça peut être des parents autoritaires. C'est souvent des parents autoritaires qui disent il faut être un bon élève, il faut réussir très bien. 19 sur 20, c'est pas assez, il faut avoir du 20 sur 20. Enfin, qui vous prennent la tête avec la réussite scolaire, par exemple, ou n'importe quoi. Il faut tout faire correct, je ne sais pas quoi. Et l'enfant comprend que son amour est conditionnel. Il est conditionné par les bonnes notes, il est conditionné s'il se tient bien, poli, droit, correct, il dit bonjour à la dame. Donc l'enfant, il comprend qu'il faut se faire acheter, en fait. Il faut se prostituer pour être aimé. Je parle comme ça parce que c'est vraiment ça. L'enfant va se sacrifier et il va sacrifier sa spontanéité, son insouciance, sa vitalité, au service des adultes qui l'attendent correct, polissé, dressé, etc., etc. Donc il va vendre son âme au diable et ils n'ont pas le choix. Les enfants n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire ça. C'est une forme de prostitution pour les enfants, mais ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'autres parents devant leur nez, donc ils ne vont pas fuguer dans la famille d'à côté pour se dire écoutez, moi et ceux-là, ça ne va pas, je vais aller adoptez-moi là-bas. Ils ne peuvent pas. Donc ils sont obligés de faire avec cette famille-là. Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà. Donc ce sont des parents qui ont une faible tolérance aux imperfections de l'enfant. Donc il va sentir de la honte, il va internaliser cette honte, se construire avec cette honte et obéir à ses adultes sans comprendre pourquoi, c'est quoi le but du jeu, pourquoi obéir. Mais ils doivent suivre une discipline, un point c'est tout. Ils n'ont jamais vraiment pigé pourquoi, il faut le faire, parce que sinon ils prennent cher en fait. Ils ne peuvent pas se défendre et donc ils vont obéir. Donc on va voir ce truc, vous avez compris cette astuce qui est tu dois faire ta to-do list machin, sinon c'est pas bien.
Alors, on ne sait même plus pourquoi c'est pas bien, mais c'est pas bien. Et donc ici, vous allez avoir l'enfant adapté soumis. Ah oui, c'est vrai, je dois faire, c'est vrai, je dois obéir, je dois me soumettre aux ordres du caporal en chef ici, parce que sinon, on ne sait même pas pourquoi. On ne sait plus pourquoi quand on est adulte, mais au départ, quand on était petit, c'était pour être accepté, parce que sinon, c'était dangereux de ne pas obéir à des parents autoritaires ou qui attendaient beaucoup de l'enfant. Donc ça peut mettre l'enfant en position d'assujettissement et ça peut être aussi en lien avec l'assujettissement qui est un autre schéma. Si je suis dans ce schéma en mode soumission, je vais me donner une discipline que je vais m'imposer moi-même. Je vais réagir comme me demande mon schéma, je vais avoir des idéaux, des exigences élevées, je vais m'imposer des normes élevées, des règles rigides pour avoir une image de moi parfaite. D'accord ? Et je tiens à cette image parfaite, c'est ce qui me construit, c'est ce qui me donne de la sécurité alors que c'est complètement insécurisant. Si je suis en mode évitement, vous avez vu, vous vous rappelez, il y a 3 modes. Mode soumission, c'est-à-dire je reproduis le schéma qu'on m'a ordonné de faire, donc je suis parfaitement parfait. En mode évitement, je vais procrastiner. Pour éviter de me soumettre au truc du perfectionnisme, je vais me mettre à tout envoyer péter. Donc je vais procrastiner, j'évite de prendre en charge des tâches. Si je ne fais pas parfaitement les choses, je ne me sers de rien, je ne vais rien commencer du tout, comme ça je suis tranquille. Ça ne sert à rien de démarrer un machin, autant ne rien faire que de ne pas bien faire, d'accord ? Donc ça, c'est en mode évitement. Et parfois, on a le mode soumission et le mode évitement. Ça dépend des gens, mais parfois, ils passent d'un mode à un autre. Et on a le 3e mode, qui est le mode contre-attaque, qui est, je vais prendre le contre-pied. Puisque c'est comme ça, je ne vais pas m'occuper des normes, je vais faire celui qui s'en fout de tout. C'est mon mécanisme de défense. Si je me lance et je rate, c'est que je suis nulle, c'est pas grave. Je préfère je fais comme si j'en avais rien à foutre. Voilà. Mais en fait, c'est complètement faux, parce que si je suis un perfectionniste, j'en ai absolument pas rien à foutre, puisque je dois bien faire. Et comme cette pensée est insupportable, je fais genre j'en ai rien à foutre, mais en fait, j'en ai pas rien à foutre. Donc c'est dans les apparences que je fais genre tout va bien, je vais bien, Madame la Marquise, puisque c'est comme ça part à la volo, personne ne fait bien parfait, j'invite du monde, mais c'est pas parfait, tant pis, parce que c'est comme ça, je m'en fous. Mais en fait, non. Il y a beaucoup de tension et de pression à l'intérieur. Donc, on peut passer d'un mode à un autre, ou avoir un mode, ou les 3 modes, selon le schéma, selon ce que vous êtes. Et ce schéma se perpétue parce que ça marche. Parce que plus on répond aux exigences, plus on a l'impression que ça comble nos besoins. C'est-à-dire que plus on fonctionne en mode je fais parfait et j'ai l'impression que je réussis et que je suis au contrôle, plus ça marche comme ça, plus ça tient la route, plus on continue, plus ça donne un sentiment de puissance et de réussite. Plus je suis fière de moi, et plus je suis fière de moi, plus je vais avoir honte de moi quand ça ne marche pas. Parce que le jour d'après, ça ne va pas tenir, ça ne peut pas tenir. Comme c'est une posture haute, ça ne tient pas la route toute la vie. Il y a des moments où ça va marcher, puis il y a des moments où ça va capoter, parce que tout ne dépend pas de moi. Et par exemple, je suis au boulot, je fais très bien, là, je suis dans un poste à responsabilité, je fais tout parfait, machin, tout ça. Mon manager est très content, je tiens le bon bout. Et puis du jour au lendemain, je ne sais pas quoi, il y a un problème quelque part qui ne dépend pas de moi. Mon manager part, je ne sais pas quoi, il est remplacé, machin, ça part en cacahuète. Et d'un coup, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis plus au contrôle. Et alors là, on va voir des problématiques de stress, de troubles du sommeil, de somatisation, de machin. Enfin, voilà, ça va partir en burn-out en général. Mais tant que ça marche, ça donne un sentiment de puissance. Le problème, c'est tout ou rien. Vous avez compris cette pensée égocentrique qui ramène à soi en disant « je suis au contrôle, je suis en contrôle ». Voilà. Et pour changer d'identité, c'est compliqué parce que l'esprit humain a besoin de garder une identité stable. Et ce schéma perfectionniste donne un sentiment d'identité de si je fais bien les choses, je suis quelqu'un d'aimable, qui a de la valeur, j'ai ma place. Si je ne fais pas bien les choses, je n'ai pas de place, je n'ai pas d'identité. Et donc du coup, c'est très compliqué de changer d'identité parce que justement, ça donne une image stable de soi, de montrer une image parfaite de moi-même. Je donne le change en fait. Donc changer, ça va être compliqué pour eux. Et j'aborde maintenant les pistes. Voilà, donc les pistes pour faire une petite bascule. En tout cas, commencer à basculer quand vous êtes avec quelqu'un qui est comme ça, aider quelqu'un comme ça, ou si vous êtes concerné, de vous aider vous-même.
Donc, il va falloir travailler sur la spontanéité, travailler avec l'enfant intérieur et travailler avec le plaisir. Parce que l'inverse de tu dois, on doit, nous devons, vous devez, il faut, c'est le plaisir. Voilà. Et donc, le plaisir, c'est l'inverse de tout bien faire et de tout réussir. Là, on va lâcher le thème de la réussite et de l'échec. On va faire en sorte d'aider la personne à dire attends, la vie, c'est quoi? C'est quand même de profiter des bons moments. Parce que si tu fais tout bien, machin, et que tout réussit, tout, mais que tu meurs, tu vas direct dans ta tombe. Ici, si J, Schtroumpf, nous fûmes contents qu'il ait tout bien réussi, tout comme il faut, tout parfait. Il mourut sur l'honneur, on s'en fout en fait. C'est pas très important tout ça. On est content pour lui, mais en fait, il n'aura pas profité de sa vie. C'est quoi l'intérêt? Aucun intérêt. Et donc, il vaut mieux remettre les pendules à zéro et donc commencer à travailler, à faire des choses par le plaisir, pour le plaisir. Et vous avez vu aussi à se féliciter, à être content de soi, à déguster, à ralentir. Alors, je ne suis pas obligée de tout faire, je peux faire moins, je peux mettre moins la pression, je peux travailler dans le plaisir. Alors là, je dis sur le monde du travail, mais ça peut être aussi sur n'importe quoi. Quand je suis une bonne épouse, je peux être une bonne épouse tranquillou, quoi. Un bon parent, un parent suffisamment bon. Je ne suis pas obligée de me mettre la barre comme ça. Hein. Voilà. Et donc, ça va être le plaisir qui va faire le changement. Donc, insuffler du plaisir dans sa vie, partout, tout le temps, pour créer la bascule. Chose qui est très compliquée pour le perfectionniste, parce que lui, le monde, c'est sérieux, c'est bien faire les choses. Voilà, parce que sinon, tout va s'écrouler. Donc, voilà. Donc, s'autoriser l'imperfection sans se sentir nul pour autant. On va travailler sur les nuances avec un perfectionniste. C'est pas blanc ou noir. Si tu fais des erreurs, tu n'es pas nul pour autant. Tu es peut-être moins bon, tu ne contrôles pas tout, mais ce n'est pas grave. Au niveau du résultat final, ce n'est pas grave. Peut-être que ton partenaire amoureux restera quand même avec toi, même si tu ne fais pas tout en ordre. Même si les enfants ne sont pas complètement lavés, couchés, voilà, hein, même si tu n'as pas tout fait le ménage en rentrant et que tout est bien rangé, c'est pas grave. Peut-être que l'autre ne partira pas en courant. Mais en général, c'est plutôt les exigences, elles sont sur soi-même. Hein. Donc, j'ai le droit de ne pas tout bien faire ou de ne pas tout finir. Et c'est pas grave, je ne suis pas nulle. Au contraire, alors ça va être au contraire, je prends soin de moi. Si je ne fais pas tout parfaitement et que je prends du temps pour moi, pour être à l'écoute de mes besoins, alors à ce moment-là, je prends soin de moi et je suis plus productif. En réalité, on est beaucoup plus productif quand on a de l'énergie que quand on est fatigué à tout bien faire et qu'on n'a plus, de marge en fait. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait comme type de thérapie avec eux? On fait souvent, je vous l'ai dit, de la thérapie cognitive et comportementale, mais pas émotionnelle, parce qu'ils ont de telles croyances rigides qu'on ne travaille pas tellement sur les émotions, ou pas tant que ça. En tout cas, moi, je ne travaille pas tant sur le monde émotionnel. Déjà, il faut sortir des postulats de leurs croyances rigides, qui est où c'est vrai, où c'est faux, où c'est bien, où c'est mal, où je suis nul, où je suis bon, où je réussis, où je rate, enfin, des trucs comme ça. Et donc, apprendre à travailler avec ce juge intérieur, pour que ce juge intérieur commence à cesser de prendre les commandes en eux. Hein. Donc, d'arrêter de se critiquer, de se juger, de se maltraiter. Il y a beaucoup de maltraitance, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de bienveillance vis-à-vis de soi. Donc, il faut faire ce travail-là, et ça va être un travail, un chemin à prendre, et ce pour la vie entière. Hein. Il faut l'amener à voir les règles rigides qu'il a. Non plus comme des vérités, mais comme des règles rigides. Alors ça, c'est très important parce que la personne, elle ne sait pas qu'elle a des règles rigides. Elle se trouve normale. Elle n'est absolument pas normale. Elle a un tas de règles rigides. Donc ça s'appelle de la restructuration cognitive. Et les phrases commencent par « il faut, je dois ». Voilà, je dois ranger avant de faire ce que j'ai envie, je dois travailler parfaitement sur mon schéma abandon, parce que si je travaille, par exemple, hein, parce que si je ne travaille pas parfaitement, je ne vais jamais m'en sortir, tout ça, voilà, tous ces trucs-là. Donc, il faut dédramatiser, faut leur montrer que l'imperfection n'est pas un crime, faire des erreurs ne crée pas toujours des conséquences dramatiques. Voilà, donc il faut leur faire générer une nuance entre parfait et médiocre. Parce que eux, ou c'est parfait ou c'est médiocre, tu vois. C'est tout ou rien chez eux, je vous l'ai dit, hein, et donc il va falloir travailler sur ce spectre, élargir ce spectre, et leur faire prendre conscience de leurs règles rigides,
Voilà. Et ça, c'est extrêmement important, ils ne s'en rendent pas compte. Ce sont des personnes qui se dévalorisent tout le temps. Hein. Vous l'avez vu, je l'ai dit, je le redis, et c'est important, dans le tableau clinique, vous avez de la dévalorisation. Donc c'est très ennuyeux parce que ils sont tout seuls avec eux-mêmes à se dévaloriser, en fait. Il n'y a personne... ils sont dans leur dialogue interne. Hein. Ils sont très forts tout seuls pour se massacrer. Alors, on va leur demander, en général, quels sont les avantages à ne pas faire parfait. Donc, je vous pose la question. Alors, vous allez me répondre. Celui qui a le micro, répond. Quels sont les avantages à ne pas faire parfait? C'est plus drôle. C'est plus drôle, ouais, oui. Quoi d'autre? Quels sont les autres avantages? Hein? On peut être créatif. Ouais, on peut commencer à être plus créatif, on fait moins sérieux. Hein? Il peut y avoir plus de fantaisie. Voilà, on peut rigoler. Oui, on peut avoir plus de légèreté. On peut se foutre la paix surtout, voilà, c'est ça. Ce qui peut être important, c'est vraiment, on peut commencer à se lâcher la grappe. Et il y a tout un mouvement aujourd'hui de lâche-toi la grappe, fous-toi la paix, arrête de te mettre la pression pour être performant, etc. Et surtout gagner du temps. En fait, le perfectionniste perd du temps dans le détail. Et donc, il peut gagner du temps à être moins parfait. Il va surtout être moins fatigué. On va moins le solliciter pour avoir son avis. Ça, il ne se rend pas compte, hein, parce que comme il fait tout bien, bah, les gens viennent toujours lui demander des conseils ou lui demander de faire des trucs parfaits. On compte sur lui. Donc, on viendra moins le chercher s'il fait moins de trucs, et s'il fait moins parfait. Parce qu'on va se dire, bah, finalement, il n'est pas au rendez-vous. Hein. Bah, alors, je ne compte plus dessus. Voilà. Donc, c'est important. Ça, c'est une question qu'on va poser aux perfectionnistes. Quels sont les coûts et les inconvénients à être perfectionniste? Donc, en quoi c'est cher payé d'être perfectionniste et en quoi il y a des inconvénients. Et donc, il va faire la liste. Et comme ça, on va commencer à travailler avec lui sur attends, tu n'as aucun intérêt à rester là-dedans toute ta vie. On va par exemple leur demander au niveau des comportements, parce qu'on travaille aussi sur les comportements avec eux, qu'ils actent des choses, de réduire la quantité de tâches. Alors on va leur demander de faire un agenda, et sur l'agenda, par exemple, de gonfler. Par exemple, ils disent « Oh, bah, je vais faire ça sur 1 heure. » D'accord? Et ben on va leur dire « Tu gonfles ta tâche, tu la mets sur 1h30. Tu mets une demi-heure de plus, parce qu'il y a des imprévus, parce que au lieu de faire parfait, bah, tu vas peut-être prendre 5 minutes de récréation pour respirer un peu. Voilà, mais tu ne vas pas faire en 1 heure, tu fais en 1h30. Donc on leur fait revisiter leur agenda. On leur demande d'optimiser des moments de détente, voilà, c'est-à-dire vraiment d'alterner entre des temps de tâches, de travail, je ne sais pas quoi, et des temps de détente. Ça, c'est important, de faire des temps de récréation. Ça, ils ne savent pas faire, hein, donc on leur dit un temps pour inspirer, un temps pour expirer, un temps pour inspirer, un temps pour expirer. Sinon, mon grand, tu es en apnée, tu es toujours en train d'inspirer, mais tu n'expires jamais, il va y avoir un petit souci. Hein. Donc, voilà, donc on leur fait apprendre ces rythmes qui inspire, expire, expire, bon, expirer, il faut expirer, vous avez compris. Faire moins de choses en faisant moins bien des fois, ou faire autant de choses, mais les faire moins bien. Alors ça, c'est des... Voilà. Donc, la question que je vous pose, est-ce qu'à votre avis, c'est bien de faire moins de choses ou faire autant de choses et les faire moins bien? Vous choisissez quoi? Non, c'est faire autant de choses, mais avec moins de perfectionnistes. Ça, c'est la réponse pour les perfectionnistes. Parce que les perfectionnistes, ils vont dire, moi, je vais faire moins de choses. Ben non. Voilà. Il faut qu'ils fassent autant, mais avec moins de règles rigides. Sinon, ils restent dans leur profil. D'accord? Eh oui. Et quand ils font des tâches imparfaites, il faut qu'ils se félicitent. Ils fassent « Ouais, trop bien, non, non, non. Content, j'ai lâché prise, j'ai pas fait le ménage parfaitement, j'ai à la plage, je suis partie me coucher, j'ai fait une sieste, trop bien, je ferai ça plus tard, voilà, voilà. J'ai pas répondu à tous mes mails, et ben c'est pas grave, hein, voilà. Se forcer à perdre du temps avec sa famille, avec ses amis, voilà. Se forcer à se détendre parce que lui, il sait pas faire. La thérapie qui est pas mal, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, qu'on appelle la thérapie ACT.
c'était assez récente, ma foi. Le bouquin qui est pas mal, qui est de Ruth Harris, qui s'appelle Le piège du bonheur, que je trouve pas mal pour les perfectionnistes, que je conseille fortement à lire. Là, on va leur proposer de choisir l'émotion la plus fréquente. En général, pour ce profil-là, c'est l'anxiété. Et d'observer, de respirer dedans, de faire de la place et de laisser exister cette anxiété qui est « je me mets la pression pour bien faire ». D'accord ? Je ne vais pas tout faire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne vais pas être une mère suffisamment bonne, etc. etc. Donc, on leur dit pas qu'il faut changer, d'être parfait. On ne leur dit pas contrôler vos pensées. Parce que eux, si on leur dit contrôler vos pensées, ben, ils se mettent une pression de faire parfait. Donc on leur dit surtout pas ça. Lâchez-vous la grappe, accueillez ce qui est là, vous voyez que vous vous mettez la pression, zen, on observe que je me mets la pression, ou je suis en train de me juger, ou d'exiger de moi quelque chose, et on ne cherche pas à changer ça. On laisse ça exister dans un premier temps. C'est comme en méditation. On travaille beaucoup avec la pleine conscience dans la thérapie ACT. On leur dit, écoutez, observez ce qui se passe. Vous êtes en train de vous mettre la pression. On ne change rien. On accepte la peur de ne pas y arriver. Et après, donc on accepte l'émotion. Et ensuite, on passe plutôt sur les valeurs. Donc on fait travailler sur qu'est-ce qui est le plus essentiel pour toi dans la vie. Donc, c'est quoi mes valeurs? Donc ça, c'est en général, on les fait travailler sur mes valeurs essentielles. C'est pas faire le bien et le mal. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, ma valeur, c'est de pouvoir passer du temps avec mon mari ou mes enfants, par exemple. Parce que ça, c'est important de passer du temps en famille, je ne sais pas. Et donc, quand la personne, elle a examiné ses valeurs, eh ben, on va faire en sorte qu'elle s'accorde avec ses valeurs plus qu'avec « Ah oui, mais si je n'ai pas fini tout le ménage, c'est dramatique. » D'accord ? Donc, du coup... on va l'orienter sur les valeurs parce qu'on a beaucoup plus de contrôle sur les valeurs que sur nos pensées et nos émotions. Donc c'est un peu la direction qu'on va faire prendre quand on travaille avec la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Mais on va surtout leur faire accepter leurs pensées parce qu'ils sont contrôlants, obsessionnels. Donc on ne va pas chercher, avec quelqu'un qui est obsessionnel, de lutter contre les pensées obsessionnelles. Quelqu'un qui a des pensées obsessionnelles, par exemple, je vérifie 15 fois que ma porte est fermée et que vous dites « Non, non, je ne devrais surtout pas penser de vérifier 15 fois. » Non, mais alors, plus tu dis « Je ne dois pas vérifier », mais plus tu vérifies. Hein. C'est le truc qui ne marche pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, quand on se dit « Je dois faire parfait, je dois me libérer, mais pourquoi j'y arrive pas? La voisine d'à côté, elle y arrive, mais moi, j'y arrive pas, mais c'est nul. Et je me prends la tête, et je devrais faire ci, je devrais faire ça, et je devrais encore utiliser telle technique pour y arriver, mais j'y arrive pas. » Bon, ben là, on ne sache pas la grappe. Donc, à un moment donné, on arrête de lutter contre soi. Et c'est ça qui marche le mieux. C'est, je vois que je lutte contre moi en voulant faire parfait. Je redescends d'un cran, je mets un espace d'accueil et je vois et j'arrête de résister à ça. Voilà. Je vais avec l'eau du courant. Donc, ce qui va être vraiment important pour ces profils perfectionnistes, c'est qu'est-ce qui fait sens pour moi tout de suite. Quand je vois que je me mets la pression pour faire parfait, et que j'arrive pas à faire mieux que de vouloir faire parfait, je vais me détendre et je vais voir ici et maintenant qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi qui ferait que ça pourrait me faire du bien. J'ai une question. Voilà. Ouais, vas-y, alors prends le micro. Ouais, quand on est pris dans le truc, c'est dur de se rendre compte. Enfin, pour tout comportement. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. C'est peut-être après coup qu'on peut se rendre compte. Du coup, c'est quoi le petit... ah oui, oui, qui alors... se fait dire, là, je suis en train d'être dans le perfectionnisme. Tu t'en rends compte quand tu sens que tu as beaucoup de pression. Souvent, tu as des conduites de... Tu te mets tellement la pression, tu te dis tu as beaucoup de charge mentale, tu es stressé, tu as des insomnies, tu es tendu, tu as mal au dos, tu prends tout en charge, tu lâches rien. Voilà, donc c'est souvent le burn-out. Sur le moment, pile sur le moment. Ah bah si, sur le moment, y a une part de toi, il faut être observatrice de toi. Ça s'apprend aussi. Hein. C'est j'observe la part de moi qui veut toujours, qui lâche rien et qui se met la pression. Qui commence par il faut, je dois. Tu devrais, t'aurais dû, t'as pas encore fait ça. Tu vois, il faut observer, c'est des commentaires. C'est le moi jacasseur. Le moi jacasseur, ça jacasse. Et ça commence toujours ces phrases pas pareilles. Oui, mais tu sais, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Oh, pas bien, pas bien. Oh, c'est mal. Donc, plus tu observes, plus tu es en contact, plus tu fais un pas de côté et tu es témoin de cette part-là. Et moi, elle a de pouvoir sur toi, normalement. Ou si tu n'arrives pas à lâcher, tu fais rien. Tu fais ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, tu accueilles cette part qui
qui est aux commandes et qui tourne en boucle sur elle-même. D'accord ? Mais oui, c'est l'observation de toi. En fait, les perfectionnistes... Pourquoi je donne un cours là-dessus ? Parce que plus vous connaissez votre profil, plus vous vous connaissez, plus vous pouvez faire un pas de côté en voyant combien vous fonctionnez là-dedans, quoi. Tournez en boucle dans vos systèmes, en fait. Et j'ai expliqué, le système, c'est le juge, ici, le juge interne, qui massacre l'enfant spontané. Et ben, c'est comme ça que ça se passe. Donc plus vous vous connaissez, plus vous voyez ce truc-là, hein, en œuvre. Et donc ça commence toujours par « tu dois, tu devrais, t'aurais pas dû, mais qu'est-ce que tu fous ?» Voilà. Donc je me mets la pression, en fait. Et ça se voit, les gens qui sont perfectionnistes, ils ont des règles rigides, ça se voit. Hein. Ils sont hyper straight, en fait. Ils lâchent rien. Ouais, vas-y, passe-lui le micro. Pour faire parfait, passe-lui le micro. Est-ce que c'est juste une première phase de l'acceptation ou l'acceptation va permettre de lâcher prise, entre guillemets? Alors, ça ne permet pas de lâcher prise, ça permet d'arrêter de mettre du parfait sur du parfait. Déjà, il y a une part de toi qui est là aux commandes et qui dit « oui, mais si tu ne fais pas ça parfaitement, ça va mal se passer, ça va être dramatique, etc. » Si en plus, tu te dis « mais pourquoi j'arrive pas à lâcher prise ?» Problème. Donc, tu ne vas pas lâcher prise parce que tu ne peux pas volontairement lâcher prise. Ça lâche prise. Le problème du volontarisme, si je veux, je peux, c'est le truc du perfectionnisme. Je devrais lâcher prise, maintenant que j'ai compris le truc, que je me mets la pression et que je ne devrais pas me mettre la pression, mais putain, bordel, j'y arrive toujours pas. Ben, chercher l'erreur. C'est quoi la prochaine étape après l'acceptation, du coup? Eh ben, l'acceptation, c'est pas l'acceptation, c'est je vois que... je vois combien je n'arrive pas, en fait, c'est plutôt la voie indirecte, je n'arrive pas à lâcher prise. Stop, ça s'arrête là. Donc je suis d'accord avec l'idée de ne pas y arriver. Ça, c'est petit 1. Donc je ne fais rien de spécial, en fait. Je ne fais pas un truc. Je ne cherche pas une technique, une astuce, un machin, rien. Je suis dans un inconfort pas possible. Je me mets la pression, je trouve ça très désagréable. C'est vrai, c'est ce qui se passe maintenant. Je ne cherche pas à changer quelque chose. Par contre, puisqu'on travaille dans la thérapie de l'acceptation de l'engagement, on travaille sur les valeurs. Je cherche à faire quelque chose qui a du sens pour moi, qui augmente mon confort et qui fait que c'est sympa. Je sais pas, si je suis chez moi, je vais me faire une petite, je vais faire de la cuisine, je vais faire une tasse de thé, selon ce que j'aime ou ce que j'aime pas, je vais me prendre un bain, enfin je sais pas. Faire un truc qui a du sens pour moi et qui me sort de ce truc de je devrais lâcher prise, mais j'y arrive pas, mais pourquoi j'y arrive pas, et j'ai pas fini mes tâches, et si je fais pas, je vais me faire engueuler, je vais m'engueuler, voilà. Donc on sort de ce machin-là, on fait rien de spécial par rapport à ça, et on se met sur nos valeurs. C'est-à-dire on s'oriente sur des choses essentielles, ici et maintenant, on reprend contact avec l'enfant intérieur, en fait, hein, plus simplement dit. Voilà. C'est ce qui marche le mieux. Parce que sinon, tu te prends le chou. Et si tu n'arrêtes pas sans arrêt de te juger, de te critiquer toutes les 5 minutes, ça augmente la pression. Un perfectionniste, il ne connaît pas ses valeurs. Alors, un perfectionniste ne connaît pas ses valeurs, ben si, au bout d'un moment, il finit par voir on le fait travailler sur les règles rigides. Et donc, on le fait travailler aussi sur ses valeurs essentielles, qui ne sont pas celles souvent auxquelles il croit, qui sont si je fais bien mon travail, je suis une bonne personne. Si j'ai réussi, je suis quelqu'un de bien. Non, ça, c'est pas la vérité. Donc, on lui fait voir ses vraies valeurs. C'est quoi ce qui est important pour lui dans sa vie. Bon, ça, c'est aussi un travail qu'on fait en thérapie, parce que c'est pas être une bonne personne. On s'en fout. S'il meurt en étant j'étais une bonne personne, on s'en tape, en fait. C'est pas très important. Donc, on le fait travailler là-dessus. C'est vachement important. Ouais, d'autres questions? Oui, attends, vas-y, passe-lui le micro. Voilà. Merci. Comment est-ce possible de faire quand ce qui fait sens et ce qui fait valeur et ce qui fait qu'on est perfectionniste coïncident? C'est-à-dire que c'est... Par exemple? En même temps, le travail qu'on fait, qui est une forme de sacerdoce, qui est un don de soi, et qui implique aussi une forme de qui implique aussi une forme de charge mentale, de perfectionnisme, qui exacerbe ça.
Comment faire parce que le travail qui fait sens et qui donne de la valeur à notre vie exacerbe ce perfectionnisme. Comment on fait pour en sortir? Bah, quand tu es dans ce profil, tout le monde ne l'a pas. Hein. Si tu es dans ce profil-là, tu vas être en excès. C'est-à-dire tu vas être au service, au sacrifice. Et tu vas prendre en charge, comme je l'ai dit, le manager ou la collègue qui ne fait pas comme il faut. Tu vois, et donc c'est problématique parce que tu vas faire le taf des autres en fait. Et tu ne mets pas de limite au taf des autres. Et donc il va y avoir un moment donné où tu dois, c'est pas tout lâcher, c'est pas tout ou rien la vie, c'est la nuance. Donc c'est quelle est ma part, jusqu'où je sauve les autres, que ce n'est pas mon taf, et jusqu'où je me mets dans l'inconfort, parce que c'est une conduite dangereuse. Donc moi je confronte toujours sur le danger, c'est le burn-out. Hein. Tu vas somatiser si tu continues comme ça. Et d'ailleurs en général tu te tapes des burn-out. Donc à un moment donné tu prends cher, donc il faut travailler avec l'organisme. Et ce que je dis souvent à ces personnes-là, je leur dis, écoute, c'est bien simple, c'est le corps qui guide. Quand tu commences à avoir des signaux dans ton corps, comme quoi tu commences à fatiguer, que tu fais plus par plaisir et que tu perds de l'énergie, tout ça pour maîtriser, pour bien faire, pour ceci, pour cela, pour avoir une bonne note, pour être un bon élève, pour pas être viré. Par exemple, moi, ma patiente d'hier, la racine du mal, c'était si je fais pas bien mon travail parfait par rapport au cahier des charges, mon manager va pas être content, je vais avoir des mauvaises notes et au final, il va me virer. Bon, et si je suis virée, je suis SDF. Alors ça, tu vois, le truc, ça se terminait comme ça, son truc, ça se terminait en causette. Donc, tu vois que tout le postulat de base était faux. Hein. Donc, je lui ai fait réfléchir sur la racine du mal. Si elle arrête de croire que si elle est virée, ça va être la catastrophe, et qu'elle ne sera peut-être pas virée, mais ce n'est pas très grave, et donc elle va arrêter ces conduites dangereuses qui est je me mets au sacrifice en étant parfaite, et donc je ne peux pas mettre des limites à mon chef, parce que je veux très bien faire, parce que sinon je suis virée. Donc tu vois, c'était au final la peur de manquer d'argent ici qui était terrible. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être je dois faire parfait pour être une bonne personne. Mais il faut vraiment souvent voir, c'est au cas par cas, qu'est-ce qui incite la personne à faire parfait, c'est-à-dire à aller au-delà de ses limites de son organisme vivant. Donc c'est comme si tu ne considères plus ton véhicule terrestre. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas avec ton véhicule, il va te le faire savoir. Il va te coller des maladies aux fesses et tu vas vite être tu ne peux pas aller plus loin. C'est pour ça le burn-out, ça te pend au nez. Donc c'est important toujours de sentir dans le corps, qu'est-ce que mon corps dit maintenant? C'est lui qui doit guider, c'est pas ta tête. Et ça c'est très important. Donc on réhabilite l'intégration des sensations corporelles, parce que la personne elle ne sent pas. Par exemple, elle doit bien faire et donc elle ne va plus aux chiottes par exemple. Elle a envie de pisser, elle n'y va pas. Parce que c'est pas l'heure. Elle sent même plus qu'elle a envie de pisser, tu vois. Donc c'est des exemples. Mais des fois c'est grave en fait. Il y a du déni sensoriel parce que elle a dû apprendre à se soumettre aux ordres des parents. Donc elle s'est coupée de ses ressentis. Et c'est ça qu'on va réhabiliter petit à petit, souvent, petit à petit, qui est je conjugue, inspire, expire. Je dois expirer, je ne dois pas toujours inspirer, sinon je suis en apnée. Et donc tout ça, ça a été coupé. Il va falloir réhabiliter, se réapproprier son corps, les signaux de son corps, le spectre aussi, parce que le spectre est minimaliste. Je ne sens plus les signaux de mon corps. Je fais du déni, je suis coupée, etc., etc. Et donc ce qui va être important, c'est cette affaire-là pour prendre soin de soi. Parce que c'est bien gentil de faire parfait et d'avoir une bonne note et d'être une bonne personne, mais si tu tombes malade, il n'y aura plus personne au rendez-vous. Donc tu vas finir par être viré aussi. C'est complètement contre-productif l'histoire. Ça n'a aucun intérêt. Donc tu dois vraiment remanier, et ça se fait souvent, la personne elle ne s'en rend pas compte, parce qu'elle a dans le disque dur le truc de tu dois faire parfait pour être une bonne personne, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et que si je faillis, je suis déficiente, je suis illégitime, et tout ça, et tout le machin, tu vois, on l'a vu. Mais non. Alors attends, quand c'est le métier, quand il y a beaucoup d'exigences de la part de la profession ou de ton manager, parce que tu peux avoir un manager perfectionniste, eh bien, tu dois apprendre à mettre des limites. Parce qu'il y a un temps pour faire... C'est de la gestion des priorités. Hein. Ça s'apprend, la gestion du temps. Hein. Il y a un temps pour... le temps est limité. Donc, il faut cadrer dans le temps. Tu ne peux pas tout faire. De toute façon, tu ne pourras pas tout faire parfait. Ça, c'est pas possible. Ou alors, tu vas passer toutes tes nuits, tu vas mourir. Donc, non. Donc, tu dois cadrer et planifier. Je peux faire tant de tâches en tant de temps et je ne peux pas faire plus. De toute façon, c'est comme ça dans la vie. Hein. On est dans la réalité. La réalité, c'est que tu as un temps limité.
Donc tu ne peux pas tout faire et tu ne peux pas tout très bien faire dans un temps limité. Donc tu dois anticiper, planifier, augmenter le temps en durée des tâches. Et ça, c'est des cours de gestion du temps. Hein. Et donc recadrer le manager si lui dit oui, mais on est en urgence, il faut tout bien faire, là, il ne faut rien rater, la pression, sinon on va partir en cacahuète, si on ne fait pas tout, tu dois tout faire, machin. Et donc vous êtes obligé d'apprendre à recadrer. Recadrer le manager en disant ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui c'est réaliste, ça c'est pas réaliste, ou ça si on veut le faire demain, et ça va nous prendre plus de temps, là il y a ça va prendre 3 heures de plus, donc c'est pas réalisable, donc qu'est-ce qu'on fait? On délègue pas ou on fait pas. Donc vous êtes obligé d'apprendre à recadrer. Hein. Donc ça oblige à faire de la gestion du temps. Ah, voilà. Et ça s'apprend à la gestion des priorités, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas urgent. Moi, je donnais des cours là-dedans à une époque, je faisais des formations en gestion du temps. Ça s'apprend et ça doit prendre le pas sur l'idéal. Dans l'idéal, on devrait arriver à tout faire en peu de temps. Non, la réalité, il y a un temps limité. Je suis désolée, on ne peut pas tout faire, ce n'est pas réaliste. Donc ça vous oblige à travailler avec le réel. Le problème de l'idéaliste, celui qui est perfectionniste, il n'est pas en contact avec la réalité. Il est en contact avec ses idéaux et ses normes. Je dois bien faire, je dois tout bien faire. Et il n'est pas du tout en contact avec le réel. Et ça, il se perd là-dedans. Donc ça s'apprend. C'est un chemin. Bon, c'est progressif, hein, mais ça s'apprend. Ouais, vas-y, Patricia. Merci. Bon. Faut juste parler de... Oui, vas-y, c'est parfait. Alors, moi, je voulais parler de la notion de plaisir, parce que du coup, un des objectifs, c'est de ramener de la spontanéité et de l'insouciance un peu dans la vie. Mais du coup, comment reconnecter à la notion de plaisir? Parce que justement, on est coupé des émotions, dans la rigidité, dans le faire, 1, 2, 3, 4. Donc, comment ramener de la légèreté et cette notion de plaisir en fait? Le plaisir, il doit s'insuffler, se diffuser un peu partout, dans tout. Et donc, il va y avoir aussi jouer, s'amuser, se détendre, jouer. Ça fait partie des besoins fondamentaux chez les humains, quand même. Hein. C'est pas juste un truc en plus. C'est pas après. Hein. Ouais. Donc, réhabiliter la notion de plaisir, ça veut être, par exemple, je sais pas, ça va être sur des choses anecdotiques. Par exemple, tu te dis, tiens, je vais aller me choisir un savon que j'aime bien, une odeur, par exemple, si tu es sur le sensoriel, ou une image que j'aime bien, ou je vais revoir un film que j'aime bien, et tu vas profiter, c'est-à-dire que tu vas t'ordonner, te donner la consigne, si tu te prends une douche avec un savon que tu aimes bien, de sentir cette odeur et de déguster, de savourer, c'est-à-dire de prendre 15 secondes en plus de durée en temps que ce que tu fais d'habitude. C'est-à-dire si tu prends une douche en mode oui mais j'en ai rien à foutre parce que je suis en train de penser que je dois ranger le linge ou j'ai pas fini ma tâche d'après, non. Tu vas vraiment être, c'est ce qu'on fait en pleine conscience, c'est pour ça que la thérapie, l'acceptation de l'engagement travaille sur la pleine conscience. Tu restes scotché à ton gel douche que tu as acheté qui sent la vanille et tu vas déguster cette odeur le plus longtemps possible, 15 secondes de plus. Tout comme ça, tout ce que tu fais comme ça. C'est-à-dire que tu t'ordonnes. À chaque fois que, par exemple, tu prends un café avec un pote et tu trouves ça sympa, eh ben, tu prends le temps de sentir ce que ça te fait et tu profites 15 secondes de plus, au lieu de dire « Ah oui, mais il faut que tout à l'heure et demain, et j'ai pas fini mon taf et je sais pas quoi. » Donc, travailler sur la sensorialité, du coup. Ouais, tu travailles beaucoup sur le sensoriel et donc le confort aussi. C'est-à-dire te mettre dans le confort. Parce que le perfectionniste, il est comme ça. Je suis droit, correct et sérieux et poli. Et je dis des choses des bonnes manières et j'ai des comportements correctement. Donc on se détend, on se met confortable sur le canapé, voilà. On se rajoute des doudous, des coussins, des machins, des petits thés. Enfin, voilà. Tu te mets dans le confort physiologiquement partout et le plus possible. D'accord ? Et pareil pour les machins, de faire correct, de faire tu vois, les bonnes postures, les bons mots. Bon. Alors un peu, mais si tu perds un temps fou à faire les violons pendant 3 plombes, pendant ce temps-là, la vie passe. Des fois, c'est pas utile. Il n'y a pas de plaisir. Moi, je connais des perfectionnistes, par exemple. J'avais mon copain, il était comme ça. Il voulait tellement faire parfait ses messages que quand les gens, mais même des amis, tu vois, qui venaient le solliciter au téléphone ou, je sais pas, t'envoies un SMS pour avoir quand est-ce que tu seras là, quand est-ce que... Bon. Eh ben, il répondait pas
parce qu'il fallait faire une réponse parfaite. Donc le temps qu'il dresse une réponse, ça prend 5 minutes de faire les violons, là, tu vois, un truc hyper diplomatique, et ceci et cela, et au lieu de faire une phrase, non, il allait faire un SMS qui dure comme ça. Alors le temps de faire le SMS parfait comme ça lui mettait la pression, du coup il faisait rien. Voilà, c'est le côté procrastination. Du coup, il perdait ses amis, et du coup tout le monde disait mais il est bizarre, il répond jamais. Il répond jamais parce qu'il veut faire un machin parfait. Et les gens ils comprennent pas. Donc on arrête de faire des violons dans tous les sens. Des fois c'est pas utile quoi. Des fois il vaut mieux faire un truc synthétique. Tu mets une phrase, tu réponds, les gens sont contents. Et ça c'est un anti-dressage, c'est-à-dire qu'il faut retrouver la spontanéité avant le dressage de quand tes parents étaient autoritaires. Donc on cherche ça, on cherche l'enfant spontané avant qu'ils aient compris quand ils étaient petits qu'il fallait répondre aux attentes des parents, sinon ils étaient sur le bord de la route, quoi. Mais c'est même pas dit qu'on est vraiment connecté à ça. C'est pas dit que, tu vois, c'est même pas quelque chose qu'il faut retrouver. Peut-être qu'on l'a pas eu du tout. Ah ben oui, ça va être... Il faut vraiment le créer. Il faut le créer, oui. Ben, l'enfant spontané, il va falloir trouver... Alors, tu peux le trouver aussi dans des activités spontanées, c'est-à-dire danse libre, tout ce qui est où on fait travailler l'enfant intérieur sans résultat. Pas des cours de danse où tu dois donner une chorégraphie, parce que là, c'est mort. Mais si tu fais du dessin spontané, de l'écriture spontanée, du théâtre spontané, des machins spontanés, de la danse spontanée, enfin tout ce qui fait travailler la spontanéité et qu'il n'y a pas de résultat, bon voilà, donc tu travailles sur ce qui jaillit, c'est l'anti-dressage en fait. On ne cherche pas à aller faire un machin joli, on s'en fout que ce soit beau le dessin, on fait un dessin parce qu'on fait un dessin. Point barre, ça s'arrête là. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, on s'en fout. Et ça ne doit pas me plaire en fait, c'est juste parce que ça jaillit. On retravaille sur la source en fait, au jaillissement du désir. On ne cherche pas le résultat. Donc ça, c'est tout un travail qui aide aussi l'enfant spontané à émerger en mettant tu vois, des consignes où on dit « Ah, vas-y, la première idée est toujours la bonne ». Sans juger, sans chercher un résultat. Donc, on récupère comme ça la reconnexion à l'enfant spontané et aussi à travers la dimension du jeu. Donc jouer, les jeux de rôle, tu vois, tout ce qui est jeu, voilà. Sans chercher. Alors dans les jeux, c'est pas chercher à gagner ou à bien faire. Hein. C'est jouer pour jouer. Parce que si c'est jouer pour faire parfait, c'est mort. Hein, vous avez compris? Ah bah oui. C'est jouer pour faire n'importe quoi en fait. Et souvent, je donne des consignes à ces gens-là. Je leur dis faites au moins 3 tâches par semaine, mais complètement inutiles, qui vous semblent complètement débiles, mais totalement inutiles, qui ne servent à rien, mais strictement à rien, juste parce que ça vous branche. Voilà, ça peut être une BD qui ne sert à rien, un journal que vous trouvez complètement débile, une série complètement neuneux, mais on s'en fout, ça vous fait du bien, c'est le principal. Donc c'est une consigne paradoxale, parce que si je ne lis pas des bouquins intelligents, je n'apprends rien, non. Donc bah, justement, tu t'ordonnes de temps en temps de faire un truc complètement inutile qui ne sert à rien, juste pour le plaisir. Tu vois, on prend le contre-pied comme ça, pour retrouver cette spontanéité, ce ludique, toi, je fais dans le plaisir, et je vois que ça me fait du bien. Parce que plus tu fais des choses comme ça, plus tu dis « Ah, mais c'est super en fait, ça m'a fait vachement de bien ça. C'était débile, mais ça m'a fait trop du bien. Mais c'est génial, ah bah je peux continuer, tiens, ah bah, t'as une bonne idée. » Donc tu donnes une direction qui est inversée à la posture qui a été prise dans l'enfance, qui est où je fais parfait, où je suis pas quelqu'un de bien, quoi. Voilà. Donc, ça donne des pistes comme ça, c'est aidant. Voilà comment on travaille avec ces personnes-là. Si tu vis avec quelqu'un comme ça, on donne des permissions, hein, où on apprend à modéliser. Ouais. Moi, je vais souvent avec des perfectionnistes parce que je les aide à se détendre un peu. Tu vois. Alors, après, ils sont tellement loin. C'est pas, il y a de la marge. Hein. C'est jamais tout ou rien avant qu'ils soient... imparfait, libre et heureux, je vais te dire, ils ont de la marge. Parce qu'on ne déconstruit pas ça comme ça. Hein. Ça se détricote au millimètre. Hein. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Plus ils sont moins cassants vis-à-vis d'eux-mêmes, plus ils sont moins paralysés par la pression qu'ils se mettent, moins ils se dévalorisent, plus ils vont bien, moins ils sont dépressifs en fait.
plus ils peuvent s'engager, plus ils peuvent tenir la route, plus ils sont pragmatiques, parce qu'ils ne sont pas en contact avec la réalité, ils sont en contact avec des idéaux. Donc du coup, ils sont pas sur Terre, ils sont perchés en fait, ils ne sont pas réalistes. Donc du coup, ils se massacrent tout seuls. Enfin, c'est difficile d'être avec des gens comme ça. Même eux-mêmes, ils sont en difficulté avec eux-mêmes. Hein. Donc du coup, voilà, on leur apprend à se détendre un peu. Et ça va mieux, hein, d'être plus en contact avec la réalité. Voilà, donc tu as un peu des pistes pour aller mieux. Et c'est souvent dans un accompagnement thérapeutique que ça aide aussi. On leur fait aussi souvent, moi ce que je fais, c'est leur faire récupérer la réponse d'attaque qui n'a pas été... Souvent c'est des parents autoritaires ou qui étaient dans un truc de performance. Et donc on leur fait protester en disant mais il y a eu de l'abus en fait, hein, de l'ingérence. Mais vous n'auriez pas dû vous comporter comme ça. Elle est saoulée en fait. Donc on leur fait trouver la réponse de protestation qui n'a pas pu avoir lieu puisque voilà, ils étaient au tapis les enfants. Hein. Moi je dis souvent mais non, c'était inadmissible, c'était pas normal que vous ayez eu des parents comme ça. C'est anti-pédagogique quoi. Un enfant ne peut pas se construire avec des parents autoritaires qui les cassent en fait en disant mais non si t'as pas un version t'es nul, mais non. C'est un cauchemar, ça manque complètement d'encouragement, on ne donne pas de la graine pour croître, on les massacre en fait ces gosses-là. Donc voilà, donc du coup je réhabilite le fait que non, c'est pas normal qu'ils aient vécu ça, c'était pas souhaitable. Mais du coup, ça... Vas-y, puis après on va peut-être s'arrêter. Ça peut être en lien du coup pour aller mieux avec le travail sur l'estime de soi. Ah bah bien sûr, ouais, bah, complètement. Oui, ça aide. Quand tu comprends que ça n'aurait jamais dû avoir lieu, que c'était un cauchemar, ce que tu as vécu, déjà, tu as le droit d'être fâché contre tes parents, même si tu comprends qu'effectivement, ils ne pouvaient pas faire mieux, mais peu importe. Et puis, ça te permet de te réapproprier aussi cette part enfant, ce plaisir, se dire, mais non, mais c'est... Voilà, je ne suis pas obligée d'en rester là. C'est pas parce que c'était pas la vérité, quoi. Je peux avoir d'autres points de vue, tu vois, je peux... être dans la bienveillance vis-à-vis de moi, je peux commencer à mettre du plaisir, je peux me détendre un peu, c'est pas grave. Voilà. Et donc, ça peut commencer à changer les choses. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, oui, vas-y. J'ai une question. Comment on fait quand on a un parent qui lui-même aussi a un profil de perfectionniste et qui du coup, suivant les échanges et ses attentes, ça nous met en réaction? Ben oui. Ben parce que tu te défends, parce que tu as tellement souffert de... Mais comment on fait du coup pour Ben, se détacher, ah, te détacher. Ouais, se détacher Eh et ben, pas justement tout le temps être en réaction. Ouais, ben, y a un truc qui est pas mal que tu peux faire, c'est de dire ben, merci de t'inquiéter pour moi, parce qu'en général, ça part de... si tu fais pas parfait, il va t'arriver des malheurs. Hein. Oui. Et donc tu dis merci de t'inquiéter pour moi, mais maintenant je suis grande fifi. Enfin, tu dis maintenant je suis grande. Et donc, c'est moi qui gère ce dossier, ou c'est moi qui suis en mesure de savoir ce qui est bon pour moi. Merci papa, au revoir. C'était gentil, je te donnerai les infos sur la suite. Et oui, tu n'es pas obligé de rentrer dans le système, parce que tu es grande maintenant. Voilà, un truc qui marche assez bien. Et s'il recommence, tu dis, mais non, je t'ai dit que c'est moi qui gère. Hop, au revoir. On descend. Autre sujet. Sujet, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça, il ne faut pas se laisser faire, il faut mettre des stops en fait. Voilà. Bah, écoutez, merci pour avoir été si actif, acteur.